Tu connais le club Backseat? Avec un abonnement à 15 € par mois, tu peux intégrer ce club très fermé et bénéficier de plein d'avantages. Parmi eux, ton nom au générique de l'émission, la VOD YouTube en avant-première dès le vendredi matin, les vidéos bonus en avance, l'accès aux débriefs, mais surtout, la possibilité de venir dans le public gratuitement à la dernière minute, l'invitation à des événements VIP et une magnifique carte de membre ultra collector. Le club Backseat, c'est le plus grand soutien que tu puisses apporter à l'émission, alors je te donne rendez-vous sur KissKissBankBank, le lien est en description sous la vidéo. Tout de suite, ta VOD. Les amis, c'est parti, je vous propose qu'on enchaîne avec l'actualité de la semaine. C'est parti pour l'actu de la semaine. Merci les amis, merci beaucoup. L'actualité cette semaine, évidemment, c'était la suite de la dissolution le 9 juin dernier par Emmanuel Macron de l'Assemblée nationale. Les élections législatives sont convoquées pour le 30 juin, dimanche prochain, et le 7 juillet pour le second tour. On s'était quitté jeudi 13, on était avec François Ruffin en direct sur Backseat, peu avant la finalisation de l'accord de la création du nouveau Front populaire. Il y a une accélération du temps politique absolument phénoménale depuis la reconfiguration express du champ politique après les élections européennes. Il s'est passé énormément de choses ces dernières 24 heures, ces dernières 48 heures. Et on a plusieurs invités politiques au cours de cette émission Backseat. On va commencer par un invité un peu curieux que l'on va retrouver tout de suite en visio. Il est avec nous. Il s'agit d'Aurélien Rousseau. Aurélien Rousseau, bonsoir, vous m'entendez ? Bonsoir, je vous entends très bien. Merci beaucoup d'accepter notre invitation, Aurélien Rousseau, dans l'émission Backseat. Vous êtes, Aurélien Rousseau, une personnalité particulière puisque vous avez été dans votre jeunesse un militant communiste. Vous faisiez campagne à la mairie de Paris en 2001 avec le Parti communiste. Ensuite, vous êtes devenu haut fonctionnaire, directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Et puis, on vous a retrouvé plus tard directeur du cabinet d'Elisabeth Borne lorsqu'elle était première ministre et lorsqu'elle portait notamment la réforme des retraites. Puis, vous avez été ministre de la Santé. C'était l'année dernière et vous voilà candidat dans la 7e circonscription des Yvelines, du côté de Verneuil-sur-Seine, candidat du nouveau Front populaire. C'est extrêmement étrange de vous retrouver là, Aurélien Rousseau. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça s'est organisé, ça ? En fait, dans le déroulé que vous faites et qui est tout à fait juste, il y a un petit élément peut-être qui manque, c'est que le 19 décembre dernier, au moment où la loi immigration a été adoptée avec l'accord du gouvernement et de la majorité, moi j'ai démissionné du gouvernement, j'ai démissionné sur un désaccord politique profond. Je dois dire, comme on est entre nous, que ça n'est pas facile de quitter un gouvernement, ça n'est pas facile de quitter une équipe, une aventure, un sujet comme la santé que moi qui me tient beaucoup à cœur, mais je considérais que à la fois la loi immigration et puis globalement l'orientation politique du gouvernement, elle était désormais beaucoup plus clairement ancrée à droite. Et pour reprendre un vieux vocabulaire, mais qui fait un peu écho au débat que vous aviez tout à l'heure sur le streaming, c'est que je considérais qu'avec en votant majorité de l'époque les Républicains et le RN une loi sur l'immigration, en fait le vainqueur de tout ça c'était le Rassemblement national parce que c'était une victoire idéologique ou culturelle puisque à ce moment-là que pouvait-on pointer comme désaccord de fond si même sur l'immigration on allait sur leur terrain. Donc moi j'ai quitté le gouvernement il y a bientôt 7 mois. Et il y a quelques jours, et tout ça, vous l'avez décrit, vous aviez dans Backseat il y a 15 jours François Ruffin, tout est allé très vite. Et moi, Raphaël Glucksmann m'a proposé de m'engager. Je dois dire que c'est pas la situation la plus confortable, au-delà du fait d'être là, assis sur un mur à Meulan-en-Yvelines pour discuter avec vous. Mais je me suis dit qu'il y avait aussi une responsabilité de montrer que des gens comme moi, de gauche, qui ont fait une partie du chemin avec la majorité, avec le président de la République, qui ont eu à un moment un désaccord politique, rentrer dans la mêlée parce que ce qui se joue là, c'est bien au-delà simplement des postures. Le Rassemblement national, il mène un combat idéologique et j'allais dire le premier champ dans lequel ça va se jouer, c'est les libertés publiques, le droit, tous les droits publics et notamment tout ce qui se passe sur Internet, tout ce qui se passe sur les réseaux.
on a des questions à vous poser, Usul. Oui, bon, c'est allé très vite et en même temps, ça fait 7 ans quand même que Macron est là. Il y a quand même eu beaucoup de choses qui se sont passées en 7 ans. Il y a des gens pour qui ce qui est en train de se passer aujourd'hui n'est pas une totale surprise. On parlait de liberté publique, il y a eu la loi sécurité globale, etc. Vous avez été dans un gouvernement dans lequel il y a Darmanin depuis longtemps, dans lequel il y a eu des marqueurs forts de droite ou d'extrême droite, même des mots employés assez régulièrement qui étaient des mots très durs. Comment vous analysez la situation aujourd'hui? Comment on en est arrivé là? Et quelles sont les responsabilités de chacun? Vous en endossez quelques-unes aussi? Oui, moi j'en endosse quelques-unes, j'allais dire sans difficulté, avec du remords, avec un sentiment d'échec. Quand on est, mais même au-delà d'être un responsable politique, quand on a voué sa vie professionnelle au service public, être dans une situation où on se bagarre pied à pied pour éviter que le RN prenne le pouvoir dans ce pays, c'est un échec. Et cet échec, il s'est sans doute accéléré. J'évoquais tout à l'heure la situation depuis 6 mois, mais la gauche doit en endosser une responsabilité. Tout le monde doit en endosser une responsabilité. Il y a eu par exemple, une très belle tribune, moi j'ai trouvé d'Ariane Mnouchkine il y a quelques jours, qui expliquait y compris que toutes ces tribunes que vous évoquiez tout à l'heure des artistes ou des intellos dans les années 90 ou 2000, à la fin, elles avaient contribué d'une certaine manière à donner le sentiment que voilà, c'est comme ça qu'il fallait penser. Et les gens que je croise, moi, ils ont d'abord ce qu'ils disent, c'est « on ne nous respecte pas ». Alors évidemment, ça parle du président de la République, mais ça parle de tous les politiques. On ne nous écoute pas. On nous dit vous ressentez ça, mais en fait vous devriez ressentir autre chose. Et ce truc, le RN surfe dessus, et il surfera dessus. Et le drame de tout ça, c'est que c'est les plus fragiles qui vont s'en prendre plein la gueule. Ça, c'est écrit d'avance, et c'est même écrit très clairement dans leur programme. Aurélien Rousseau, aujourd'hui vous êtes candidat avec la bannière du Nouveau Front Populaire. Donc si vous êtes élu député, ce sera avec le soutien d'électeurs, de Jean-Luc Mélenchon, de Fabien Roussel, de Marine Tondelier, enfin voilà, de l'ensemble de la gauche et de la pluralité de la gauche. Dans le programme du Nouveau Front Populaire, il y a la retraite à 60 ans. Vous étiez directeur de cabinet d'Elisabeth Borne au moment de la réforme des retraites qui la passe à 64 ans. Je vais être très clair, si demain vous êtes dans une majorité Nouveau Front Populaire à l'Assemblée nationale, est-ce que vous votez l'abrogation de la réforme des retraites ? Vous dites, deux choses différentes. Je vote l'abrogation de la réforme des retraites. Ça, c'est l'engagement qui est posé. Et il y a une formule un tout petit peu plus subtile, si je puis dire, ou à tout le moins qui marque que, parce que c'est pas du jour au lendemain, la gauche, dans sa diversité, n'a pas trouvé des convergences sur tous les sujets. Ça serait prendre les gens pour des abrutis que de dire ça. On s'est, en partie, la gauche s'est déchirée ou s'est tapée sur la figure pendant des années. C'est pas en 3 jours qu'on a trouvé un accord sur tout. Moi, ce que je dis, et là aussi, je vais pas faire semblant, j'étais directeur de cabinet de la Première ministre, j'avais donc un rôle dans ce dispositif. J'ai essayé, comme d'autres, jusqu'au bout de trouver un accord avec les partenaires sociaux. Et je pense que comme on n'a pas trouvé d'accord avec les partenaires sociaux, s'il y a un chemin pour trouver cet accord, eh ben, il faut se remettre autour de la table, parce que le pays et la démocratie, elle est tellement abîmée, et encore une fois, pas que de la faute d'Emmanuel Macron, elle est tellement abîmée qu'il faut faire confiance à la démocratie sociale, et c'est ce qu'on a raté, ce qui a été raté dans la réforme des retraites. Après, sur l'âge de 60 ans, moi je dis aussi très clairement, je pense qu'il y a des gens, et j'en croise beaucoup dans cette 7e circonscription des Yvelines, qui ont eu des carrières qui sont pénibles sans comparaison, par exemple, avec moi, ce que je vis, ou ce que peut-être une partie d'entre vous vivez. Moi, j'ai pas de problème à penser que je devrais travailler plus longtemps pour permettre que le système par répartition tienne le coup, parce qu'à la fin, ce système par répartition, s'il s'effondre, c'est les fonds de pension qui prendront le relais. Ce seront des discussions qui animeront... Je finis juste, et aussi, il faudra aussi trouver des recettes complémentaires, parce que c'est là, moi aussi, où j'ai un désaccord que j'avais exprimé, c'est que je pense qu'aujourd'hui, la fiscalité doit être revue. Il y a des super riches qui échappent aujourd'hui à la contribution à cette solidarité nationale.
on a entendu en tout cas votre réponse. Vous voterez l'abrogation de la réforme des retraites. On retombera donc sur l'ancienne réforme qui avait un âge de départ à 62 ans. Et il reviendra éventuellement au Nouveau Front Populaire de proposer une nouvelle réforme pour revenir à 60 ans, qui fera l'objet de discussions à gauche. Je n'en doute pas. Safia. Oui, je voulais vous poser une question, Monsieur Rousseau, parce qu'on sent que c'est pas très facile toujours de répondre à nos questions et qu'il y a toujours le mot de l'accord, du compromis qui revient. Moi, vous savez, j'ai une hypothèse, c'est qu'Emmanuel Macron va essayer de reconstruire un bloc centre, parce qu'en vrai, c'est un peu la fin du macronisme. Si Emmanuel Macron, la majorité, vous propose de faire alliance, vous acceptez au Parlement ? Alors moi, là-dessus, je suis, la question, vous avez raison de la poser, elle est parfaitement légitime. C'est compliqué, hein. Mais non, je vais répondre tranquillement. Moi, il y a le 30 juin et le 7 juillet. Moi, par exemple, le 30 juin, j'ai dit que si la candidate macroniste était devant moi, face au RN, je me retirerais à son profit. Et je trouve que c'est une manœuvre un peu grosse que aujourd'hui le camp présidentiel essaie d'utiliser en sautant par-dessus ça. Moi, j'attends d'abord qu'ils nous disent clairement qu'ils ne mettent pas un signe égal entre le Nouveau Front Populaire et le Rassemblement National, qu'ils ne mettent pas un signe égal entre la France Insoumise et le Rassemblement National, et que ce qu'on va faire ensemble, c'est barrer la route au Rassemblement National. Et ensuite, du coup, moi, aujourd'hui, mon obsession, c'est de ne pas avoir la gueule de bois collective le 8 juillet au matin avec une majorité absolue pour le Rassemblement National. Après, aujourd'hui, je me présente et sur des engagements extrêmement clairs, notamment, vous l'avez évoqué, par exemple, sur la réforme des retraites ou sur la loi immigration. Là, personne ne me dira que je manque de cohérence. Et je ne crois pas aujourd'hui, après ce qu'on s'est pris dans la figure sur moi on me dit quand même ici que la candidate de la majorité, que je suis un islamo-gauchiste. Ce qui, au-delà du fait bizarre, du fait qu'il faudrait un peu définir ce terme, est un peu étrange. Bon, voilà. Donc moi, je pense que ce que fait aujourd'hui le camp présidentiel, c'est de rendre encore plus difficile déjà un rassemblement des Républicains, les Républicains, pas le parti, mais les Républicains au sens le plus noble du terme, au second tour. Donc l'idée d'une majorité, d'un bloc central, même aujourd'hui dans les chiffres, dans les projections, elle ne se dessine Aurélien pas. Rousseau. Voilà. Donc moi, et puis par ailleurs, j'ai été ministre de la République, c'est un honneur immense. Si je suis candidat aujourd'hui pour être député, c'était pas un coup de billard à 3 bandes. Quand j'ai démissionné il y a 7 mois, je n'avais pas prévu aussi précisément la dissolution. Non, personne ne l'avait vraiment prévu, à part quelques conseillers autour du président de la République. Parlons-en, et ce sera ma dernière question, parce que vous devez partir, vous avez une réunion publique pour convaincre vos électeurs juste après. Dernière question, qu'est-ce que vous pensez d'Emmanuel Macron qui renvoie dos à dos la France Insoumise et le Rassemblement National ? Écoutez, on ne serait pas dans une période aussi grave, j'aurais un petit sourire. Mais là, j'ai basculé du sourire à la stupéfaction, et maintenant de la stupéfaction à la colère. Non, ça n'est pas pareil. Le Rassemblement National, il a pu maquiller la Cadillac volée sur tous ces éléments de programme économique, sur ces éléments de programme, on le disait tout à l'heure, liberté publique, ou les déclarations complètement folles sur le fait qu'on traiterait différemment des Français binationaux, de Français qui auraient uniquement la nationalité française. Il n'y a pas de doute, le Rassemblement National, il est chimiquement pur, son ossature idéologique, c'est un parti xénophobe, c'est un parti du rejet, c'est un parti de la peur, c'est un parti des coupables. Et à côté de ça, on a une alliance de gauche. Encore une fois, je ne dis pas qu'on est d'accord sur tout, je ne dis pas qu'il n'y en a pas avec lesquels il y a 6 ou 8 mois ou 1 an, je ne m'engueulais pas, avec qui je peux encore m'engueuler aujourd'hui, mais ceux qui me rapprochent d'eux est infiniment supérieur à ce qui me sépare d'eux, et renvoyer ces pseudo. Il y a un extrême d'un côté, le Rassemblement National, et de l'autre, il y a une alliance avec des dingos-gauchistes aussi délirants que François Hollande ou que moi. Donc il faut là-dessus se remettre un peu les pieds sur terre. Et je pense qu'en fait, faire ce renvoi dos à dos, à la vérité, c'est ni le Rassemblement National, ni le Front Populaire, mais surtout ni le Front Populaire. C'est le choix du Rassemblement National. Merci beaucoup Aurélien Rousseau d'avoir accepté notre invitation ce soir dans Backseat. Merci pour vos réponses. Extrêmement intéressant. On vous laisse, oui, effectivement, vous avez une réunion publique
qui va pas tarder à commencer. On va continuer à discuter sur le réagir, de cette campagne. On peut réagir si tu le souhaites. C'est une candidature particulière, celle d'Aurélien Rousseau. Je suis très content qu'on l'ait eu ce soir dans Backseat parce qu'on avait des questions à lui poser. Elle était très bonne la question de Safia. En effet, comment il va se comporter? Parce qu'il a dit, quand on dit la question des responsabilités et qu'il répond, la gauche aussi elle a des responsabilités. J'imagine qu'il ne pense pas à la gauche qui a rejoint Macron comme lui, et qu'il pense à celle qui au contraire essaie de tenir tête à Macron. Alors peut-être elle a mal fait, elle a pas bien fait, je sais pas. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire lui une fois dans cette gauche? Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire cette gauche? Et quelle force il incarnera dans cette gauche face à, j'imagine, des gens avec lesquels il n'est pas d'accord dedans? C'est-à-dire, on voit bien que ça va être en effet une force d'opposition de droite à l'intérieur même de la gauche. Mais le Front Populaire, c'est une recréation du PS. C'est marrant, je savais pas que Glucksmann était venu le chercher. Si. Oui, en tout cas, c'est une réhabilitation une reformation du PS. PS. Enfin, je veux dire, des Aurélien Rousseau, François Hollande et de l'autre côté un Jean-Luc Mélenchon, ça s'appelle le Parti Socialiste des années 2000. On va pas refaire le PS. Non, mais il faut le dire. Le Parti Socialiste des années C'est 2000. une réhabilitation du Parti Socialiste. Et en tout cas, moi, ce qui m'a surpris, alors c'était effectivement particulier d'avoir Aurélien Rousseau et j'ai été très attentive à ses réponses. On sent qu'il marche sur des œufs, ça se sent quand même énormément. C'est-à-dire que sur la question de l'alliance par rapport à la Macronie, il n'est pas sûr. Il tient en tout cas des engagements programmatiques, mais la réalité, c'est que il ne tire pas les bilans de la montée de l'extrême droite et du fait qu'il y a, en tout cas, moi je le vois en tant que militante antiraciste, dans les Outre-mer et dans les quartiers populaires, des percées de l'extrême droite dans une colère anti-Macron, mais également anti-Hollande. Et donc, en fait, je pense que c'est important de comprendre la colère anti-Macron et anti-Hollande dans une espèce de continuité qu'Aurélien Rousseau est en train d'incarner. Et donc, aujourd'hui, quand on parle pour le NFP de faire voter les abstentionnistes, et il faut regarder le niveau d'abstention dans les quartiers populaires et dans les Outre-mer, c'est pas une sociologie électorale qui pourra basculer comme ça, avec des personnages à la Hollande et à la Aurélien Rousseau qui incarnent, et je prendrai un mot qui m'importe, le mot de la trahison. Premièrement, et après je terminerai sur ça rend aussi, à mon sens, peu stable la question du nouveau Front Populaire, parce que cette recomposition d'alliance ou pas avec la Macronie, c'est quelle durée de vie aussi aura ce nouveau Front Populaire au vu de la durée de vie de la NUPES. Moi, ce qui me préoccupe en tant que militante de terrain, c'est la conséquence que va avoir les déceptions, les trahisons issues de ce nouveau Front Populaire, et que c'est aussi sur ces trahisons, ces déceptions que repose la montée du Rassemblement national. Ça a l'avantage de niquer l'argument de l'extrême gauche. C'est-à-dire c'est-à-dire Emmanuel Macron qui dit que le nouveau Front Populaire est d'extrême gauche. Tout à fait. La réponse c'est non, regardez, il y a Aurélien Rousseau et Hollande dedans. Tout à fait. Bon, après, franchement, c'est un manque de culture politique de dire que le NFP est d'extrême gauche ou même de dire que LFI est d'extrême gauche. Non, mais ça, c'est Emmanuel Macron qui, de toute façon, n'a pas de culture politique. Oui, voilà, il n'a pas de colonne vertébrale. C'est la culture politique d'un bigorneau. Donc, non, c'est pas Emmanuel Macron qui voilà, mais quand il a cet argument-là et qu'il essaye de faire peur aux électeurs en leur disant Jean-Luc Mélenchon, etc., tu dis en fait non, regarde, c'est une alliance de gauche, il y a des gens différents, c'est une gauche plurielle, il y a plusieurs gauches dedans et il y a y compris une gauche à la Hollande et à Rousseau. Et je pense que ça peut rassurer des électeurs. Émilien. Oui, j'étais un poil surpris qui parle. Enfin, il avait l'air très très véhément dans son engagement anti-RN, etc., des questions de santé, de population précaire, etc. La circo dans laquelle on l'a envoyé n'est pas. C'est la 7e des Yvelines. C'est pas bien violent, hein, comme en termes d'extrême droite, je pense. C'est gagnable ou pas, tu sais? C'est gagnable, je pense, parce qu'il y a Nadia Hay, donc une collègue, avait gagné que de 55, ce qui est dans les face à une socialiste ou un socialiste la dernière fois. Donc avec une baisse. Et puis la profil d'Aurélien Rousseau est quand même très Yveline compatible, si on peut le présenter comme ça. Donc ça veut dire c'est cohérent de l'envoyer là-bas, mais j'aurais presque lui demander est-ce qu'il aurait d'abord pourquoi là, parce que son accent de Chanton du Sud ne le présente. Enfin, je pense pas qu'il venait des Yvelines et il vit peut-être maintenant avec l'ancienne, il vit avec l'ancienne conseillère de santé de Macron, mais ça c'est autre chose. Allez, les ragots maintenant. Non, c'est pas un ragot, c'est officiel. Mais elle a tout un avis sur la réforme des retraites, mais c'est pas en termes de combat contre l'extrême droite, il est pas allé en première position. Bon, après, ils ont eu raison électoralement, mais... Oui, sans doute. La sociologie... Oui, le PS s'est beaucoup battu là-dessus en disant... il reprochait à la France Insoumise, évidemment, le PS avec leur ancrage local, il reprochait à la France Insoumise de ne pas comprendre qu'il y a des territoires dans lesquels, machin... Bon, tout ça pour finir par un parachutage, mais en disant il faut faire du circo par circo, regardez, nous, on serait plus fort pour gagner celle-là, etc. C'est un peu leur argument. En termes d'engagement personnel, je me demandais ce que ça représente. On revient sur cette campagne-là qui a démarré fort pour ces élections
élections législatives, elle est quand même dominée dans les médias par les accusations d'antisémitisme contre la France insoumise. Et c'est absolument spectaculaire à quel point c'est martelé, répété, que c'est devenu un thème numéro 1, la lutte contre l'antisémitisme de cette campagne. On a même Aurore Berger qui a appelé à faire barrage à la France insoumise. Carrément, enfin je veux dire, c'est assez impressionnant les sauts qui ont été faits vers l'ignominie dans cette campagne. Comment est-ce que la France insoumise et la gauche se retrouvent à incarner un camp qui sortirait du champ républicain? Comment on en est arrivé là? Safia, t'en penses quoi? Moi, je pense que l'antisémitisme est aujourd'hui victime d'une instrumentalisation politique où, en réalité, ça a commencé même sous Manuel Valls, où en fait, l'antisémitisme devient une arme pour détruire ses adversaires politiques, alors que, je le rappelle, en 2012, il y a quand même des enfants qui ont été assassinés parce que juifs en France. C'est de cette réalité dont on parle. Donc, en fait, moi, ça me rend malade que ça puisse... Comment ? Les attentats de Toulouse. Exactement. Oui, c'est ça. Donc, les attentats de Toulouse commis par Mohamed Merah. Donc, en fait, moi, ça me rend malade que on retire à l'antisémitisme toute sa dimension de racisme structurel pour en faire une arme politique. Et en plus, ça contribue à diaboliser la gauche et la France insoumise. Mais la conséquence première, c'est de normaliser l'extrême droite et de faire augmenter l'islamophobie. Je m'explique. Ces gens-là, quand on les écoute, ils disent que la France insoumise a un antisémitisme électoraliste. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait, la petite musique derrière, quand on entend antisémitisme électoraliste, ça veut dire ils sont antisémites pour faire voter les musulmans. Ouais. Alors, au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Non, quand les musulmans, ils entendent... ils lisent Jean-Luc Mélenchon écrire dans son blog que l'antisémitisme est résiduel, chose avec lesquelles je pense qu'on est beaucoup à être en désaccord. Non, les musulmans, on n'est pas en mode « Oh là là, c'est trop bien, on va voter pour Jean-Luc Mélenchon ». Au bout d'un moment, il y a un truc qui se dit quel parti prend position contre l'islamophobie, prend position contre la stigmatisation du voile. Et surtout, c'est une dimension, moi, un peu complotiste islamophobe qui me dérange énormément, cette petite musique. Et je voudrais terminer sur quelque chose qui me tient à cœur, c'est que ça vient normaliser l'extrême droite. C'est-à-dire que l'extrême droite, ça fait des années qu'ils sont en opération séduction de la communauté juive de France. Moi, je vois que ça fait des dégâts chez mes proches. Et le problème, c'est qu'en fait, nous, ce qu'on dit très peu, c'est que malgré ce visage qu'essaye d'avoir l'extrême droite, ils ont pour pilier politique et pour structuration l'antisémitisme dans leur programme. Je m'explique. Quand ils, vous savez, déroulent le programme sur la double allégeance et la binationalité. Ouais, absolument, c'est très très antisémite ça. Exactement. Mais il faut le savoir. Mais il faut le savoir. Et donc du coup là, je m'adresse à vous, auditeurs et auditrices de Backseat. Je vous invite à regarder l'interview de Jean-Philippe Tanguy sur Quotidien, qui justifie en disant ouais, mais nous c'est que pour des postes stratégiques parce que la binationalité, le problème c'est que ça crée des trahisons et nous on lutte contre la double allégeance. Les amis. Sauf dans les centrales thermiques. Sauf dans les centrales thermiques, c'est clair, putain. Puis c'est pas très déshonorable, la centrale thermique quand même. La double allégeance, c'est un concept qui a structuré l'antisémitisme en France du 19e au 20e siècle, et notamment l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire que était accolé aux personnes juives le fait qu'elles étaient insidieusement des traîtres et une double allégeance, c'est-à-dire entre la France et l'étranger. Et pareil, quand vous entendez Éric Zemmour parler et dire dans son révisionnisme constant que Pétain a sauvé les juifs de France, a sauvé les juifs français, alors qu'il n'y en avait plus, parce que les juifs ont été déchus de leur nationalité pendant le collaborationnisme. En fait, ces gens-là, ils se servent du révisionnisme de la Shoah et de l'antisémitisme pour aujourd'hui attaquer les musulmans et les immigrés. Donc en fait, l'antisémitisme, l'islamophobie et le racisme sont profondément liés, et c'est l'antisémitisme structurel dans leur programme qui leur permet aujourd'hui d'être islamophobes et racistes. Il y a aussi un autre truc dans cette instrumentalisation de l'antisémitisme qui est plus lié à cette année, c'est le conflit israélo-palestinien. Exactement. Et c'est le génocide à Gaza, parce que en attaquant la France insoumise en leur reprochant d'être antisémite, ils niquent aussi l'argument de dire on soutient le peuple gazaoui. Tu es suspect d'antisémitisme dès lors que tu soutiens le peuple gazaoui. Et ça, c'est un truc qu'il développe énormément dans les médias, que je trouve extrêmement dangereux, et qui essaye de saper ce soutien, toute cette émotion qu'on a tous eue cette année au moment des frappes israéliennes à Gaza et le drame. Nous, en fait, les personnes juives, on devient leur rempart pour leur impérialisme. En fait, laissez-nous tranquilles. Lâchez-nous les bottes. Et le pire, c'est que ça vient alimenter, en plus, le cliché de lien entre les personnes juives et Israël, dans un contexte où les actes antisémites ont augmenté depuis le 7 octobre. Et c'est criminel de faire ça.
Et en effet, les deux se mélangent assez bien, c'est-à-dire l'antisémitisme et l'islamophobie. Et dans cette question d'allégeance, par exemple, dans ces gens-là, dans la représentation de ces gens-là et des assignations qu'ils ont en tête, en effet, pour le coup, les Juifs de France auraient une allégeance commune parce que, en fait, c'est le camp occidental. Et on le retrouve d'ailleurs dans, finalement, le soutien à Israël est un soutien au camp occidental. Ouais. À l'inverse, les musulmans sont évidemment l'autre camp, l'axe du mal, voilà, après le 11 septembre, etc. Et donc, les musulmans sont l'ennemi de l'intérieur, toujours suspectés de... C'est quand même une des seules populations où si on essaie de faire des discours politiques où on dit « Oh là, c'est un peu chaud l'islamophobie », on dit « Ah non, là, vous faites du clientélisme, où vous êtes en train de parler à une population précise. » Mais attendez, il y a plein de fois où je sais pas, Macron veut parler aux jeunes, Macron veut parler aux vieux, on veut parler à ceux-là, on veut parler à ceux-ci, on veut rassurer telle communauté, etc. Par contre, les musulmans, faut pas leur parler. Il ne devrait même pas avoir de débouchés politiques. En fait, il ne devrait pas y avoir de débouchés politiques à ces potentiels ennemis ces sauvages de l'intérieur qu'il faudrait continuer à pouvoir dresser un petit peu. Et les accusations d'antisémitisme, finalement, elles ne concernent pas tellement l'antisémitisme sur la manière dont elles sont utilisées dans l'espace public, parce qu'il y a 40, 50 candidats RN là, j'en ai encore vu aujourd'hui des nouveaux, où on va sur leur Facebook, on trouve des trucs là-dessus, et on n'emmerde pas le RN avec ça. C'est un délire. Agnès Pajar, candidate à Paris, qui dit des trucs de ouf en mode le peuple élu, la sodomie, elle dit des trucs de zinzin sur ses réseaux. Ce qui est reproché, c'est au contraire le soutien aux musulmans de France. Ouais. Et c'est le négatif de ça, de traiter uniquement la France insoumise d'antisémites, c'est qu'ils ont eu le malheur de défendre ceux qu'il ne faut pas défendre. Donc il faut trouver quelque chose d'infamant, en effet, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des déconnades de un tel ou un tel à un tel moment donné. Ça ne doit pas nous dispenser notre camp de réfléchir aussi à... Il y en a eu sur l'islamophobie, sur les violences sexistes et sexuelles, et jamais on ne peut en fait mettre dos à dos les biais racistes qui traversent notre camp social avec l'antisémitisme et le racisme de l'extrême droite. Jamais. On a un rapport de la CNCDH que tu as regardé de près, Émilien, sur l'antisémitisme. Tu peux nous en parler ? Donc la CNCDH, c'est la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Donc elle travaille donc elle rend un rapport annuel qui interroge à la fois les actes commis, donc xénophobes, racistes, antisémites, et les préjugés. Donc les préjugés, c'est une enquête qui est menée par des chercheurs, notamment du Centre d'études européennes Haute, il y avait Vincent Tiberi, Nona Meyer, Yuma Ando, Thomas Zovital, et qui donc vont regarder les déclarations des gens sur les différents préjugés sur l'antisémitisme, sur l'antiziganisme, sur l'islam, etc. Et donc ils montrent deux choses intéressantes, si on veut. C'est d'une part, l'augmentation énorme, un record absolu d'actes antisémites. Alors, il n'y a pas que antisémites, il y a aussi une augmentation tendancielle des actes racistes, mais une augmentation des actes antisémites, notamment en octobre, novembre et un peu décembre, qui sont donc évidemment liés à l'actualité en Israël et en Palestine. Et puis, autre chose, c'est... Alors, il faudra voir combien de temps ça dure, mais un petit recul de la tolérance quand même. Alors, elle est en augmentation tendancielle depuis très longtemps, notamment les nouvelles générations sont beaucoup plus tolérantes que les anciennes, mais on voit que cette année, il y a un recul un petit recul de la tolérance chez certaines personnes, et elle a notamment produit des résultats intéressants, parce qu'on parlait d'antisémitisme. On sait que traditionnellement, l'antisémitisme, il est plus fort aux deux pôles, et il est plus fort dans le pôle de l'extrême droite. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que tendanciellement, il y a plutôt on voit ici les chiffres. Par exemple, si vous regardez... Vous voyez de la gauche à la droite. Voilà. Si vous regardez en fait... donc vous voyez par exemple la ligne orange en bas, vous avez en effet une forme de U. Ça remonte aux extrêmes d'antisémitisme. Vous voyez qu'en 2023, c'est une verte. En fait, on a vraiment une augmentation presque linéaire, une forte corrélation entre le fait d'être plus à droite et le fait d'être plus antisémite. Et en tout cas de rentrer dans la catégorie des réponses antisémites sur l'allégeance des Juifs à Israël, le pouvoir de l'argent, etc. Donc ce qu'on voit, c'est que, évidemment, je n'exonère personne, il y a des problèmes d'antisémitisme et de clichés un peu partout, mais qu'on a quand même plus de 50% des gens à droite et à l'extrême droite, qui donc sont aujourd'hui plutôt l'électorat, on va dire, du RN, qui ont des préjugés antisémites. Et je ne parle pas d'autres chiffres, comme l'autodéclaration de est-ce qu'on est un peu raciste ou pas. On a plus de la moitié des électeurs RN qui affirment que oui. Bon, au moins c'est décomplexé. Un peu. Donc, ouais. Et au moins c'est honnête, mais donc ça perd. Et je termine juste par une chose. Le rapport rappelle que oui, il y a un antisémitisme extrême gauche.
Pas tout le monde, mais évidemment, mais ça existe. Oui, il y a antisémitisme chez lecteurs musulmans, mais quand on regarde, en fait, c'est quoi le gros des antisémites aujourd'hui? Ils ne sont pas musulmans, ils ne sont pas extrême gauche, c'est des gens plutôt sans ascendance étrangère, plutôt catholiques ou sans religion, et qui sont plutôt à droite, voire très à droite. Donc ça demande d'être remis en place, parce que comme ça a été dit, il y a quand même une forme de délire aujourd'hui. Voilà, il y a des gens qui ont fait des fautes, mais il y a un délire aujourd'hui sur la France insoumise et sur l'antisémitisme. J'ai quand même des gens qui ont expliqué que c'était à la faute de la LFI, ce qui est arrivé à Courbevoie, une jeune fille quand même qui a été violée avec des propos antisémites qui ont été tenus. Enfin, on peut pas faire ça, on peut pas dire ça sur un truc aussi atroce que ce qui est arrivé à cette jeune fille. Donc, à un moment donné, il faut peut-être se calmer. Et le fait de pouvoir gagner des voix ne justifie quand même pas tout. Et d'ailleurs, je termine, Tal Brutman, historien de la Shoah, moi je trouve ça très dérangeant, y compris cette obsession sur la communauté musulmane à essayer d'y chercher l'antisémitisme. En fait, l'antisémitisme est structurel, il vient traverser toutes les couches sociales. Et surtout, Tal Brutman dit quelque chose, cet historien de la Shoah, je vous invite à lire ses travaux. Il dit une vieille tradition européenne. Exact. Non, mais c'est surtout que quand on vit en France, aussi peu importe nos ascendances, on est socialisé par l'antisémitisme français et par son histoire et par l'histoire du XXe siècle avant même d'y voir une quelconque ascendance. Et je pense que c'est très important de rappeler le contexte où l'on vit. Et puis on peut avoir des ministres, on peut avoir des présidents aussi qui ont eux aussi des sorties antisémites, avec en tout cas des présupposés qui tiennent de la grande tradition de l'antisémitisme français. On a beaucoup de responsables politiques qui ont tenu des propos. Darmanin dans son bouquin. Oui, c'était arrivé à Jean-Luc Mélenchon aussi, il s'en était excusé après. Donc effectivement, Usul, dans le dernier épisode de Rhinocéros sur la chaîne de Blast, tu analysais la diabolisation de la gauche dans les médias. On assiste effectivement à une radicalisation de ce point de vue-là, d'un phénomène qui est un peu plus ancien. Oui. Je sais pas quoi rajouter parce que je sais plus de quoi je parlais exactement, je m'en rappelle plus. Parce que j'en ai retourné un depuis. Il y en a un qui sort demain de Rhinocéros d'ailleurs. Sur quoi? Sur et si l'extrême droite arrive au pouvoir, le RN, qu'est-ce qu'il faut attendre comme métamorphose dans notre espace médiatique, voire dans notre espace public? Est-ce qu'on va garder les mêmes règles de présence dans les journaux, de présence dans les kiosques des journaux? Est-ce qu'on va garder les mêmes règles d'affichage public? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une démocratie soit plus tellement une démocratie? Il y a un curseur. Comment ça pourrait aller assez vite en fait? Parce que ça va déjà pas très bien. Donc sur la diabolisation de la gauche, oui. Je sais pas, il y a besoin de rajouter quelque chose. Là, moi, j'ai l'impression, on allume la télé, voilà, on a Routelkleïev qui gueule. Le moindre candidat de gauche arrive et se fait agresser directement. Voilà. Peu importe le plateau, j'ai envie de dire. T'as une inversion de l'intolérable. Ah oui. Pendant des années, c'était le Front National qui était intolérable dans les médias, qui se faisait allumer dès qu'il limitait un pied. Et là, effectivement, la gauche est devenue... Et alors, c'est particulièrement vrai dans les émissions de Cyril Hanouna. Voilà, n'en parlons pas. Puisqu'on parle des émissions de Cyril Hanouna, il en a une nouvelle quand même, une quotidienne sur Europe 1. Mais c'est ça, tu me parlais de attention, fais gaffe aux tweets le midi. Et je suis là, attends, l'Arcom va s'intéresser à mes tweets alors qu'il y a l'autre gros zinzin qui invite tous les nazis tous les jours sur Europe 1 là depuis 2 semaines, et l'Arcom va m'emmerder pour un tweet le samedi, tu penses? Ah bah si c'est l'extrême droite au pouvoir, attends-toi à avoir une fichesse. Hein. C'est une dinguerie cette émission. Ce genre de conneries. Il en a déjà une, je pense. Oui, je pense qu'on en a déjà une depuis longtemps. Oui. Non, je sais pas, j'essayais de te lancer sympathiquement pour que tu parles des médias, mais nous parler de l'épisode de demain. Très bien. C'est aussi les médias, Non, sur les médias, moi j'aurais peut-être aimé dire quelque chose, c'est que là, c'est aussi dans les rédactions, ça crée beaucoup de souffrance aussi chez les journalistes, parce qu'en fait, on a des directions générales proches des actionnaires qui aujourd'hui ouvrent les plateaux à de plus en plus d'éditorialistes de droite et d'extrême droite. Le racisme est un non-sujet. Tu parles de Palestine, tu te fais défoncer. Tu es de la France insoumise, tu as 5 contradicteurs face à toi. Je veux dire, l'ambiance est délirante. Et le problème, c'est que dans le service public, ça commence à se faire sentir. Et en fait, ça crée des souffrances au travail. Donc moi, je tenais aussi à saluer des journalistes que je connais qui sont en souffrance au travail dans leur rédaction, parce qu'en fait, ils sont désarmés face à leur encadrement, face aux puissances de l'actionnariat aussi sur les médias. Donc moi, je suis ravie d'être anticapitaliste parce que, au moins, ça résoudrait la souffrance au travail de ces journalistes que je tiens
à saluer, tout simplement. Parlons-en aussi des effets que ça produit, tout ça. Une montée de l'extrême droite et du racisme décomplexé dans la société. On a tous vu cette vidéo qui a beaucoup fait réagir d'une femme noire qui s'appelle Divine et qui est la cible d'injures racistes de la part de ses voisins. Donc c'est vraiment les gens les plus proches d'elle qui au quotidien l'injurient, font des cris de singe quand elle passe devant chez eux, etc. Ça produit aussi ça dans la société, la libération de la parole raciste. Ça produit aussi des agressions concrètes. Et ça, en effet, il faut les montrer. Et ça, on l'avait déjà dit dans Rhinocéros, c'est-à-dire inviter l'extrême droite et lui tendre un micro, t'as quelqu'un avec une cravate qui vient te dire que non, pas du tout. Bon, c'est l'insécurité, et quand même, les gens veulent de l'ordre, et puis de toute façon, c'est ce que les Français veulent, parce que maintenant, en plus, ils sont très arrogants. Maintenant, c'est vraiment, voilà, on est là pour bientôt, et vous allez faire quoi? Voilà. Et rebraquer un peu les caméras sur d'accord, ça produit quoi, ça donne quoi comme gens. Une fois, quand il n'y a pas le filtre, la cravate, la caméra, comment ils se comportent ces gens-là? Et ce qui m'a vraiment surpris dans cet extrait d'Envoyé spécial qui du coup est allé à la rencontre, là ces derniers temps c'est pas les seuls, tout le monde veut montrer des électeurs d'extrême droite, c'est un peu tard, mais parce que et voilà, et on voit il y a des constantes, à chaque fois on voit des gens, tu leur dis alors pourquoi t'as voté? L'insécurité, j'ai peur de l'insécurité. Mais t'en as toi de l'insécurité? Non, mais je vois bien à la télé. Mais c'est à chaque fois, c'est vraiment à chaque fois. Et là tu vois la libération d'une parole. Et je m'étais dit, mais putain, mais il y a 10 ans, la meuf et le gars, là, ils se seraient pas lâchés comme ça, avec une caméra devant. Ouais. Et encore, si je remonte encore plus longtemps, j'ai 38 ans maintenant, quand j'étais jeune, et j'avais publié ça sur Twitter, j'avais dit, les racistes du village, il y en a toujours eu. Moi, je viens d'un petit village, il y a toujours eu mais ils affichaient pas en grand le portrait de Jean-Marie Le Pen pour qu'on puisse le voir de la rue, comme font les gens dans Envoyé spécial. Cette fierté, ça a vraiment... Ces gens ont toujours existé, mais là, ils sentent que c'est leur heure, qu'ils ont enfin le droit d'être racistes, que c'est fondé, que quand ils écoutent notre président trouve que finalement c'est la gauche qui est immigrationniste, etc. En fait, leur logiciel est devenu le logiciel dominant, donc ils sont fondés à faire ça. Ok, on se retient plus. Emilien ? En fait, il y a un enjeu de masse critique qui est important ici, à la fois chez les médias et dans les électeurs. Comme l'a dit Usul, finalement, il y a une petite tendance à moi qui regarde l'heure des pros tous les matins, pas tout, mais pour le travail. Il y a un lâcher-prise qui est assez évident. Avant, on posait des questions. Est-ce que finalement ce serait pas là, on n'a plus le temps, donc on affirme des choses. Et dans l'électorat, c'est aussi important. Je parlais la dernière fois que je suis venu du livre de Félicien Faury. Il étudie une zone où le vote RN est massif. Et donc à un moment donné, les gens en fait savent les uns les autres qui votent RN, savent que c'est une zone RN, et donc ça change le rapport de force. C'est une norme, ça devient une norme. Oui, c'est pas la même chose de voter RN et d'avoir des opinions, des préjugés racistes quand vous êtes 20% que quand vous êtes 50% dans la zone, parce que vous êtes soutenu par plein de personnes, par les élites locales, etc. Et donc, il est vraisemblable qu'il y a des zones en France où il y aura donc un vote FN assumé et plus ou caché, où il y aura des normes qui vont changer. Ce sera sans doute plus difficile pour certaines personnes, racisées par exemple, ou peut-être LGBT, de vivre pareil. On a eu des exemples de Mediapart, de policiers qui accueillaient des citoyens avec des chants pro-Bardella, de gens qui disent bientôt c'est chez nous. Donc il y a le sentiment que c'est bon, on peut y aller parce que le rapport de force qui a été construit pendant des années par la lutte antiraciste pourrait vaciller dans quelques jours. Absolument. Et pour parler de cette montée de l'extrême droite, nous accueillons notre deuxième invité ce soir. Il est lui aussi candidat, mais cette fois-ci c'est dans la première circonscription du Vaucluse, à Avignon en gros. Il s'agit de Raphaël Arnaud. Raphaël Arnaud, bonsoir, merci d'être avec nous sur Backseat. Bonsoir. Merci pour l'invitation surtout. C'est des enfants. J'espère que la qualité n'est pas trop affreuse. C'est pas grave, ça passe crème, c'est nickel. Raphaël Arnaud, vous êtes porte-parole de la Jeune Garde antifasciste. Vous êtes candidat pour le nouveau Front Populaire dans cette circonscription du Vaucluse. Comment ça s'est fait cette candidature? Vous avez demandé à l'être? On est venu vous chercher? C'est des échanges, tout simplement. Nous, on appelle à l'unité maintenant depuis des années avec la Jeune Garde. On a construit sur le terrain, notamment avec les acteurs associatifs, politiques, syndicaux. Partout où on peut, on essaie de construire l'unité. Donc lorsqu'on a vu cette dissolution de l'Assemblée nationale juste après les élections européennes, tout de suite, on a participé notamment avec notre petite force, évidemment militante, à influer aussi sur cette question de l'unité. Partout où on le pouvait, on a cherché à participer à cette unité. Et donc, on a rejoint ce nouveau Front Populaire lorsque
lorsque enfin les directions partisanes ont décidé de s'allier. Et très rapidement, on a commencé à échanger en disant la pertinence que ce serait que d'avoir des candidatures de terrain directement qui émanent de lutte antifasciste, de lutte contre l'extrême droite, tout simplement, qu'on met en avant depuis des années. Et après, sur la particularité d'Avignon et d'une circonscription où, de fait, on est dans un territoire que l'extrême droite considère comme acquis. Je pense qu'il y a 2 endroits en France qui sont particulièrement investis par l'extrême droite, c'est le Var et c'est le Vaucluse. Donc voilà où était l'intérêt aussi d'aller combattre nez à nez l'extrême droite dans un territoire comme celui-ci. Raphaël Arnaud, est-ce que je peux vous demander de nous présenter ce qu'est la Jeune Garde antifasciste pour les personnes qui seraient peu familières ? Alors déjà, n'allez pas sur CNews ou sur BFM récemment pour connaître la Jeune Garde, parce que là, on va vous dire des horreurs sur ce qu'on peut être. Nous, notre travail, il est simple. C'est faire reculer l'extrême droite partout où c'est possible. L'extrême droite, on entend par là sous toutes ses formes. Donc l'extrême droite radicale, en armes, ses milices, ces locaux fascistes. D'ailleurs, on a réussi là, à obtenir la dissolution des derniers locaux fascistes dans notre ville. On espère que cette dissolution va être effective à Lyon. Et on a commencé à lutter, notamment à Lyon, mais on s'est développé très rapidement à Paris, à Strasbourg, à Lille, à Montpellier, à Aix, Marseille, dans d'autres villes aussi de France. On essaye de construire des liens partout avec cet objectif de faire reculer l'extrême droite. Et systématiquement, au fil de notre militantisme, on s'est adapté à notre ennemi. C'est-à-dire qu'on ne milite pas contre le baston social de la même façon qu'on milite contre Génération Identitaire. On ne milite pas contre Génération Identitaire et contre les milices ultra-violentes de la même façon qu'on lutte contre le Rassemblement National. Mais tout ça, pour nous, est un continuum. C'est des gens qui travaillent ensemble, qui partagent le même corpus idéologique, qui ont la même volonté d'accéder au pouvoir. Et tout ça représente un même problème. Et voilà pourquoi on a décidé, encore une fois, d'aller sur tous les terrains. Dès le départ, on n'avait pas pensé à la question du porte-parole là forcément immédiatement. On n'avait pas forcément pensé à l'Assemblée nationale immédiatement. Mais à chaque fois qu'on est allé sur ce terrain-là, on a eu des bénéfices. Donc on s'est dit pourquoi pas aller plus loin et pourquoi pas même aller jusqu'à l'Assemblée. Raphaël Arnaud, vous avez une particularité parce que vous êtes devenu un épouvantail pour l'extrême droite au cours de cette courte campagne des législatives. Il vous accuse d'être fiché S, il vous accuse d'être violent, d'être haineux. Quel impact ça a sur votre campagne, ça, vous le ressentez ? Bah, si vous voulez, on peut aller demander là aux enfants qui jouent devant moi et aux familles qui sont à côté. Encore une fois, il y a une déconnexion aujourd'hui de toute une partie de la population, une belle majorité d'ailleurs, je pense, de la population, avec ce champ politique et médiatique. Personne aujourd'hui n'est dupe de la violence et de la radicalisation médiatique en cours. Alors forcément, on y perd aussi des plumes. Il y a des gens qui peuvent se laisser tenter aussi par ce genre de discours répété en boucle H24. J'ai parfaitement conscience qu'aussi en m'attaquant, c'est pas seulement notre militantisme en tant qu'antifasciste, c'est aussi une façon d'attaquer le nouveau Front populaire de toutes les manières possibles, à vouloir tenter de casser l'unité qui s'est faite pour ces élections, et aussi à attaquer la France Insoumise. Parce que de fait, c'est la France Insoumise qui a donné cette investiture, et on l'entend depuis des mois, toutes les erreurs qu'on peut entendre sur la France Insoumise, sur Rima Hassan notamment qui vient nous soutenir demain. Donc voilà... je vous avoue qu'on ne s'est pas trop laissé perturber par toutes ces attaques. Nous, on est habitués par les attaques de l'extrême droite. On ne pensait pas que ça aurait autant de retentissement et que les médias plus traditionnels reprennent dans un premier temps mot à mot ces fake news de l'extrême droite. En tout cas, voilà, nous, on est droit dans nos bottes, on sait ce qu'on fait, on n'a rien à cacher. Notre militantisme est on ne peut plus transparent, preuve en est avec le porte-parole et avec cette campagne législative. Donc voilà, nous on avance paisiblement là dans cette campagne enfin, et surtout avec de très bons résultats sur le terrain et beaucoup de soutien surtout. Jules ? Oui, bon Raphaël, on se connaît depuis un certain temps, on est de Lyon, et je t'avais soutenu la dernière fois en 2022 mais cette fois-ci. Ils t'ont mis pas à Lyon, ils t'ont mis donc à Avignon. Alors déjà, c'est la FI qui a pris la décision de te mettre là. Et ensuite, par exemple, Philippe Poutou, lui, il dit ouais, je suis parachuté, c'est pas grave, c'est super intéressant, comme ça je rencontre des gens et tout, c'est cool. Il a pris l'accent en plus. Et voilà, ce que j'ai dit, je l'ai dit. Et du coup, est-ce que toi, ce parachutage qui en est un aussi, t'as découvert quoi comme circo et t'as découvert quoi comme rapport de force à Avignon, entre le milieu antifasciste, il y en a un, et les fascistes. Je sais qu'aujourd'hui, il y a eu une boulangerie qui a été attaquée, incendiée, etc. Comment se passe la situation là-bas ? Moi, je connais bien Lyon, mais Avignon, ça se passe bien ? Voilà, c'est quoi le terrain, là ? Et puis qui ? Oui, voilà, vas-y. Non, vas-y, réponds. Oui, alors, beaucoup de questions à la fois. Je vais essayer de répondre à chaque. Bonjour. Les petits, là, qui sont très effrayés, là.
Il y a une bataille d'eau. Alors attention, vous allez être fichés à ça, les petits. Hein, Et comment t'es reçu par les militants aussi ici? Bah mal, j'ai l'impression. Non, très bien, très bien. Là, on était en réunion justement ce soir. C'est pour ça que j'ai mis du temps avant de me connecter, avec notamment des associations. Il y a des militants du Parti communiste français qui sont venus nous soutenir. Il y a des militants écologistes. Voilà, donc on est très loin de un peu toute la pagaille médiatique qu'on peut entendre. Il y a les petits derrière. T'inquiète. Donc voilà, donc. Tu veux pas répondre à la question? Tu es dissipé. Ouais, non, pardon. Bah, je suis dissipé là, les petits. Faut se concentrer, Raphaël. Allez. Je me concentre. Donc, pour revenir à ta question initiale, oui, effectivement, c'est beaucoup de discussions avec la France Insoumise au départ, mais pas que. On a essayé de discuter avec l'ensemble des acteurs du nouveau Front Populaire, pardon. Donc, cette investiture a été donnée par la France Insoumise. Et le fait est, pour la petite histoire, je l'ai peu répété. Déjà d'un point de vue aussi de ma sécurité, parce que ma famille est régulièrement visée par l'extrême droite. Mais malheureusement, on m'a beaucoup questionné sur cette histoire de parachutage. Le fait est, c'est que j'ai un ancrage familial ici qui est très fort. Depuis que je suis tout petit, j'ai toute ma famille en fait qui vient d'ici. Donc voilà, si je n'y travaille pas, si je n'y milite pas, en tout cas, j'ai ce lien-là et ça me paraissait aussi intéressant d'aller défendre ce territoire, encore une fois, nez à nez face à l'extrême droite. Ici, ce qui s'est passé, c'est que forcément, ça a pas mal perturbé mon arrivée parce que voilà, il y a aussi des situations locales. On a une mairie socialiste qui, bien avant mon arrivée, avait dit que si l'investiture était donnée à la France Insoumise, il partirait a priori en dissidence. Bon, voilà, on arrive dans ces circonstances. Encore une fois, quand on prend un peu de hauteur, l'unité malheureusement est pas effective partout. Il y a des dissidences un peu partout. En tout cas, sur le terrain, l'ensemble des militants et militantes de la France Insoumise m'ont apporté leur soutien, notamment l'ex-candidat 2022. Et aussi, comme je vous le disais encore ce soir, des militants associatifs, c'était le plus important pour nous. Les médias ont beaucoup répété, la gauche locale ne soutient pas le candidat. C'est faux. La gauche locale, ici, on l'a construit, on le voit bien. Demain, il y a Rima Hassan. Je pense qu'on sera des centaines et des centaines à se rassembler. Force est de constater qu'il y a une dynamique dans cette campagne et encore une fois qu'on est très soutenu sur le terrain. Et notamment par les militants et militantes, parce qu'on se parle. Ce parachutage, souvent, le terme parachutage est souvent assimilé, vous savez, à quelque chose de très politicien. Des gens qui voudraient une place par-ci par-là, qui ont toujours été élus. C'est pas mon cas. Le fait est, c'est que je suis un militant de terrain et que du coup, on s'est parlé tout de suite. On s'est parlé tout de suite parce qu'on partage les mêmes réalités, certes pas sur le même territoire, mais les mêmes envies, les mêmes désirs, surtout de ne jamais rien lâcher face à toute la situation. Safia ? Ouais, j'avais une question pour toi, Raphaël. Bon, déjà, bonjour. Je suis très contente qu'on puisse te recevoir sur Backseat. J'ai des questions, par contre, qui sont assez terre à terre. Je partage le constat sur le fait qu'avoir des candidats issus de la société civile, du monde syndical, du monde militant, moi, je sais que chez les personnes qui votent plus, et notamment dans les quartiers populaires, je sais pas comment ça se passe en ruralité, ça fait son effet, effectivement, quand on a l'impression de pas voter pour des gens qui juste essayent de trouver un moyen de réavoir leur siège et leurs 7000 balles par mois, bah, effectivement, ça peut marcher. Par contre, t'es dans un territoire, on le sait, qui est plus ou moins acquis au Rassemblement national. J'aimerais que tu nous parles de ton argumentaire. Quel programme tu mets en avant sur la question sociale? Comment t'arrives à déconstruire le lien qui est constamment fait entre immigration et insécurité? Est-ce que t'as été confronté à des gens qui votent RN? C'est quoi l'argumentaire que tu proposes? Alors déjà, on est sur une circonscription, le Vaucluse, le territoire du Vaucluse est effectivement très rural. Le fait est, c'est que là, on est sur la circonscription d'Avignon. Donc c'est une zone citadine, notamment avec beaucoup de quartiers populaires. C'est d'ailleurs la ville la plus pauvre de la région PACA, encore plus que Marseille. Donc voilà, donc on est dans une ville très pauvre, dans une situation où le RN effectivement profite aussi d'une certaine abstention et d'un rapport de force raciste, parce que aussi il y a tous les anciens de l'OS qui se sont installés dans ces régions, notamment PACA. Donc on a cette construction très raciste, très islamophobe ici dans la région, et nous on a cette politique de y aller frontal, c'est-à-dire que d'une part on démasque l'arnaque sociale du Rassemblement national. Alors attention, on va pas faire des miracles, on a que quelques jours que nous a laissé Macron pour faire campagne, donc nous on pense déjà à l'après et aussi à poursuivre cette campagne contre l'extrême droite qui ici sera on ne peut plus présente. Donc d'une part on est très ferme sur démasquer l'arnaque sociale qu'est le Rassemblement national, et d'autre part aussi ne jamais céder sur des positions antiracistes. Ça, c'est un truc, je pense, dans la période qu'il ne faut surtout pas céder. Parce que on a besoin aujourd'hui d'être fort sur cette question, de ne jamais laisser un bout de terrain aux racistes, de ne jamais laisser un bout de terrain aux islamophobes, parce que forcément, même si certains élus pensent que ça pourrait repousser certains électeurs, etc. Oui, moi, je pense que dans la période, elle se compte pas à long terme. Enfin, pardon, elle se pose justement à long terme et non pas à court terme, juste pour une échéance électorale, vouloir pas trop effrayer les électeurs, nanana. Non, en fait, là, il faut y aller frontal. Il faut dire que là, on faut construire un camp
ferme, notamment sur les questions antiracistes. Et ici, sur la circonscription, ça marche bien aussi de ce point de vue-là. Parce qu'il y a des gens qui se laissent. Et d'ailleurs, c'est pas, encore une fois, c'est pas ma candidature, c'est pas le travail là qu'on fait durant ces 2 semaines. C'est aussi parce qu'il y a des partis, et je le dis ici, moi je suis pas militant à la France Insoumise, mais sur le terrain ici, on l'observe. Il y a un parti politique qui aujourd'hui ravive la flamme et qui permet de redonner espoir, c'est la France Insoumise. C'est une réalité aujourd'hui. Chaque porte-à-porte qu'on fait, chaque discussion qu'on a, chaque marché qu'on fait, aujourd'hui ils le disent, il y a un seul parti qui nous a pas lâché dans la période, c'est la France Insoumise, qui n'a jamais cédé, notamment sur les questions islamophobes, sur la question de la Palestine. Et c'est aujourd'hui ce qui donne la force à des milliers de personnes encore aujourd'hui qui donnent de l'espoir encore une fois et qui donnent envie de se battre et de pas lâcher et d'aller se mobiliser dans ces élections. Donc encore une fois, moi je suis pas venu faire ici la propagande de la France Insoumise, je viens relater ce qui se passe sur le terrain. Et le fait est, c'est qu'on essaye d'incarner encore une fois le maximum possible, notamment avec les acteurs associatifs ici sur le terrain. Là demain, on organise le rassemblement pour Rima Hassan, mais pas seulement avec le Front Populaire, aussi avec Urgence Palestine. C'était important pour nous. Il y a des collectifs aussi, ici locaux qui se battent, qui ont des fois beaucoup plus de légitimité que nous qui nous présentons aux élections et qui vont avoir une place centrale dans la fête populaire qu'on organise demain et notamment dans les prises de parole. Emilien, dernière question. Oui, je veux pas enjamber l'élection parce qu'en plus je pense pas que la circo de la première du Vaucluse soit si ingagnable que ça. Moi, je pense qu'il notamment le NFP a fait de bons scores aux élections. Mais moi, ma question, quand même, c'est... On a vu que là, Macron a dissous le nouveau GUD récemment. Et je me suis dit, bon, il a mis un coup à droite. Ça ne m'étonnerait pas qu'il mette un coup à gauche bientôt. Et si c'est un gouvernement d'extrême droite, on va dire un peu complaisant, moi, la question, c'est quoi l'état des organisations antifascistes dans le futur? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous vous préparez ? D'être dissous, d'être un peu chassé. Bon, c'est déjà le cas, j'imagine. Mais je dirais, c'est quoi l'anticipation de l'antifascisme avec un gouvernement d'extrême droite? Sans vouloir démoraliser, hein, mais bon. Non, mais c'est sûr que c'est des questions qui se posent. Hein. L'extrême droite au pouvoir, ça va pas être drôle et pour tout le monde, hein, pas seulement pour les organisations qui s'autoproclament antifascistes comme la nôtre, pour l'ensemble des organisations syndicales, partisanes, associatives qui militent de façon générale pour l'émancipation du genre humain, on va dire ça comme ça de façon grossière. Mais ce qui est certain, c'est que déjà le gouvernement est déjà dans cette logique-là. Gérald Darmanin a déjà dissous une association antifasciste qui s'appelle le groupe antifasciste Lyon Environ, qui a été dissous par le Conseil des ministres. Donc on est déjà dans cette période de volonté autoritaire, de casser toute dynamique de résistance de la part du gouvernement. Alors avec cet argumentaire de nous combattons tous les extrêmes, etc., en mettant dos à dos l'extrême... Je crois qu'il voulait dire dos à dos l'extrême gauche et l'extrême droite. C'est les gamins qui ont arrosé. C'est les gamins qui ont coupé la connexion. Ouais. Ah non, c'est bon, c'est de retour. On t'entend. Non, c'est pas ça, j'ai un réveil qui s'est allumé. Pas de chance. Et du coup, oui. Donc ça participe. Il est bientôt 21h quand même. Donc oui, expliquez, vous disiez quoi? Ça rappelle. Oui, donc ça participe encore une fois à cette confusion généralisée que de mettre dos à dos l'extrême droite, l'extrême gauche, on n'y comprend plus rien, de nous faire croire que les antifascistes seraient des violents alors que même nous combattons depuis des années et avons réussi à démasquer des violences de l'extrême droite au jour le jour, et c'est bien ça qui les fait flipper. Donc encore une fois, oui, on est déjà dans cette période-là. Peu importe si l'extrême droite arrive au pouvoir ou non. Par contre, on est très bien conscient que si l'extrême droite arrive au pouvoir, le niveau de violence va péter les scores de partout, et très probablement qu'on sera en partie les premiers visés, notamment par un gouvernement d'extrême droite. Bon, on en a pleinement conscience. En attendant, jeune garde ou pas jeune garde, on continuera à militer quoi qu'il arrive et à participer à lutter contre l'extrême droite par tous les moyens nécessaires et dans toutes les organisations possibles, diverses et variées. Merci beaucoup Raphaël Arnaud d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Merci à vous. Et bon courage pour l'élection qui aura lieu dimanche prochain. Je rappelle que vous êtes dans la première circonscription du Vaucluse. Qu'est-ce que je voulais dire? On va continuer à échanger sur cette campagne et sur son actualité. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais qu'on parle un petit peu de l'état du nouveau Front Populaire. Est-ce que les discussions à gauche continuent? Est-ce que ce nouveau Front Populaire peut tenir dans le temps quand on voit sa grande diversité de gauche? D'un Philippe Poutou, Raphaël Arnaud à un Aurélien Rousseau qu'on a reçu tout à l'heure ou un François Hollande. Ça paraît un petit peu difficile, non, vous pensez pas?
En même temps, ils ont tous signé le même programme. Donc en principe, ça devrait... Oui, enfin, on en a vu signer des trucs, et puis après, on en a même vu un dire mon ennemi, c'est la finance. Enfin, tu vois, c'est... Absolument. Bon, c'est pas le plus dur de signer des trucs. Hein. Ça, je le disais quand l'accord était en train de se discuter, je rappelais que le plus dur dans un accord électoral de ce genre, c'est pas les programmes, c'est les circos. Ouais. Et là, ils ont bataillé ferme, hein, le PS là-dessus, vraiment. Et la FI a été un peu merdée, notamment en défendant un peu trop longtemps et en cédant des trucs pour défendre Adrien Quatennens. Ça, c'était clairement pas le meilleur move, parce qu'ils ont fini par quand même perdre Quatennens, c'est sans doute une bonne chose pour l'élection. Et ils avaient quand même lâché des trucs pour ça. Donc, est-ce que cet attelage... il va y avoir un rapport de force à l'intérieur. Nous qui sommes gauchologues, on voit bien que c'est ça qui se joue, le rapport de force à l'intérieur de ce groupe de gauche. Enfin, qui va pas être un groupe, ça va être des groupes. Et c'était ça qui se jouait dans l'épisode dit de La Purge. C'était... Ouais, c'est ce que j'allais te demander aussi, parce que ça aussi, ça a fait beaucoup réagir les partenaires de gauche. C'est pas seulement interne à la France Insoumise, ça concerne aussi les camarades du nouveau Front Populaire, le fait de la décision de la France Insoumise de ne pas reconduire des pourtant députés sortants qui étaient hostiles à Jean-Luc Mélenchon, hostiles à la direction du parti. La particularité de la France Insoumise, c'est qu'il n'y a pas de congrès pour faire voter les militants pour qu'ils se départagent entre eux les lignes en interne. Donc ça casse dans ce genre de moment, quoi. Et ça aussi, ça a beaucoup fait réagir. Et justement, c'est en prévision du conflit à venir, en prévision de ce genre de truc, que, évidemment, du côté de chez Mélenchon, Bompard, etc., on s'est dit, est-ce qu'on a envie d'avoir des troupes solides et pas des troupes qui peuvent nous lâcher, faire un autre groupe avec d'autres gens en cours de mandat. Ça se fait des fois. Hein, ça arrive. Voilà, on en a reçu des gens qui partaient du macronisme en cours de route. C'est vrai, pour créer un groupe de gauche. Voilà, et où là, voilà, on pourrait aussi avoir l'inverse, des gens qui disent, des gens qui travaillaient déjà un petit peu avec le PS, avec les écolos, comme c'était le cas pour, voilà. Donc et qui, voilà, bon, donc du coup ils se sont dit, on veut un groupe FI solide. Notamment parce que y a des questions politiques, donc de rapport de force avec les autres, et puis il y a des vraies questions politiques avec des désaccords là-dessus. C'est des gens qui n'ont pas exactement la même ligne sur certains sujets, les sujets dont on parlait un petit peu plus tôt, antiracisme, Palestine, c'est des gens qui n'ont pas toujours soutenu les autres à certains moments. C'est aussi des gens qui ont soutenu le JDD alors que Jean-Luc le soutenait pas. Le quoi ? Le JDD. Ah, j'ai compris JDG. J'ai compris. Jean-Luc, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu avais tweeté sur le rachat du JDG en plus. Oui, c'était vrai. Mais bref, je fais toujours la même vanne. Donc voilà, c'était effectivement, c'était des députés qui étaient beaucoup plus proches et avaient beaucoup plus de liens avec les autres partis de la gauche qu'avec la France Insoumise, et qui étaient en rupture de banc avec la direction. Et moi, ça me fait penser à une reconstruction aussi du Parti Socialiste qui arrive à avoir une résurgence au sein de cet accord Nouveau Front Populaire, mais qui aussi, avec les purges, essaye de se placer comme étant le parti équilibré qui vient sauver ces personnes qui ont été purgées. Dans lequel il y a une démocratie interne. Ça vient créer une périphérie autour du Parti Socialiste, sauf qu'en fait, je pense qu'il faut comprendre l'ambiance dans laquelle on est, dans une ambiance de crise politique extrêmement profonde. Au niveau des personnes qui soit s'abstiennent, soit votent Rassemblement National, notamment dans les Outre-mer et les quartiers populaires, c'est aussi toute une conséquence de post-réforme des retraites, où en fait la casse sociale et des conditions de travail et le fait qu'à longueur de journée on leur explique que c'est l'immigration qui fait ça, participe grandement à la montée du Rassemblement National, parce qu'il y a aussi eu à cette réforme, l'échec de la réforme des retraites, ça a montré aussi l'impasse du parlementarisme, l'impasse d'un parlementarisme qui ne marchait pas, quand bien même on faisait beaucoup de bruit à l'Assemblée. Et donc en fait, ce qui m'inquiète, c'est surtout moi le post-7 juillet. Je ne donne pas longue vie à ce nouveau Front Populaire. Quand je posais la question à Aurélien Rousseau d'une partie la plus droitière du nouveau Front Populaire qui peut se recomposer avec la Macronie, c'est une possibilité. Le fait que dans ce nouveau Front Populaire qui va exploser, la France Insoumise soit isolée au profit d'une recomposition autour de la gauche socialiste avec les anciens purgés, c'est quelque chose qui est extrêmement possible, et c'est quelque chose qui rend en réalité la gauche plus droitière qu'elle ne l'était avant la réforme des retraites. Moi, ça me terrifie, parce que je sais que ça va créer une impasse sur un programme ça va créer des impasses en fait pour des effets de rupture, ça va approfondir l'impasse de l'issue parlementaire, et donc moi je répéterai à longueur de journée qu'en fait il faut trouver une issue qui soit celle du monde du travail, du syndicat, de nos lieux d'études. Moi je fais partie de ces personnes qui ne croient pas au nouveau Front Populaire mais qui saluent les efforts de chacun et chacune. Mais c'est le fameux, on va pas refaire la NUPES.
C'est vrai. Ça veut dire il faut pas que le centre de gravité de cette nouvelle alliance. On voit que la bataille, elle est dure, elle est rude et elle s'est menée. C'était l'enjeu de la bataille des européennes aussi quelque part. C'était quel est le point de gravité de la gauche et d'où vraiment ce moment. On peut revenir sur ce moment lunaire de Glucksmann aux 20h, alors que les autres sont en train de négocier le machin. Lui, il va aux 20h et dit je suis en tête à gauche. Voici mes conditions. C'était normal. Non, mais c'est normal, je veux dire, tu vois que c'était ça l'enjeu, quoi. Ah bah bien sûr, c'était vraiment ça l'enjeu. Ça, c'était clairvoyant, oui, absolument. Et on l'a dit aussi, hein, mais il y en avait qui disaient, mais non, ça doit pas servir. Ça sert à ça, de fait, clairement. Ça sert à ça. Bien sûr, il avance ses pions, évidemment. Et la victoire a été moins large qu'escompté, elle a quand même coûté. Enfin, la victoire de Glucksmann, on va dire de la gauche PS, pro-européenne, atlantiste, etc., sur la gauche plus décoloniale aussi, hein, mine de rien, plus antiraciste, plus altermondialiste, je dirais, du côté de chez Mélenchon. Bon, 3 points ou 4 points dans la vue, c'est pas assez pour vraiment les écraser complètement. Ça n'a pas été réglé. En fait, ça n'a pas réglé. Ça n'a pas été réglé, donc la bataille continue. La bataille, elle est intense là-dedans. Et elle va peut-être se régler en partie ce dimanche soir sur les résultats des premières circonscriptions. On verra. En tout cas, ce sera les 30 juin et 7 juillet. Moi, je voulais refaire un point parce que c'est un argument qui a beaucoup été utilisé, notamment par notre cher président de la République, l'idée que la France insoumise serait d'extrême gauche. On m'a beaucoup posé la question de savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, etc. Moi, il y a une partie de moi qui vous incite toujours à dire mais vous appelez bien ce que vous voulez, les camps politiques, vous faites ce que vous voulez. Et en même temps, je suis quand même un peu gêné parce que quand on a de la culture politique, quand on a une structuration politique, on sait quand même identifier les camps politiques. Et non, la France insoumise n'appartient pas à l'extrême gauche française. L'extrême gauche française, elle existe. Elle a une histoire. Elle a des partis politiques, elle a des syndicats, elle a des organisations. Gauche. Voilà, l'extrême gauche française, elle se caractérise notamment par une pensée, une idéologie qui s'inscrit dans ce qu'on appelle le communisme révolutionnaire. Le communisme révolutionnaire, vous le retrouvez notamment porté par, pour citer les plus connus, Lutte ouvrière et le nouveau parti anticapitaliste, parce qu'ils présentent des candidats au présidentiel. C'est pour ça qu'on a l'habitude de voir leur visage et qu'on connaît leur nom. Après, il y en a d'autres que vous connaissez peut-être un peu moins, le parti ouvrier indépendant, les différentes organisations anarchistes, etc. Bref, c'est toute une nébuleuse qui existe, mais qui a une particularité quand même, c'est de prôner la révolution communiste, qui est en rupture avec les partis dits réformistes, et qui propose une révolution qui remet en question le capitalisme, qui remet en question l'économie de marché, qui propose différentes formules de gouvernement des travailleurs. Ils adorent, mais ça fait un siècle qu'ils s'arrachent la gueule sur les questions de savoir qu'est-ce qu'on fera après la révolution. Tout ça est extrêmement intéressant, il y a des bouquins entiers qui ont été écrits dessus, mais voilà, ça existe, l'extrême gauche. La France insoumise n'appartient pas à l'extrême gauche. La France insoumise appartient à la gauche. La gauche en France, elle est plurielle. Il y a plusieurs partis de gauche, il y a plusieurs pensées de gauche. Aujourd'hui, c'est assez clair. Il y en a 4, Parti socialiste et Place publique, les écologistes qui existent et qui existent depuis plusieurs décennies maintenant en France. Le mouvement écologiste, il existe, il a une réalité. Le Parti communiste français aussi. L'extrême gauche déteste le Parti communiste français. Ils sont en rupture totale avec eux. Et la France insoumise. La France insoumise est un parti qui s'inscrit dans le réformisme. Il ne propose pas la révolution. Il ne propose pas de sortir de l'économie de marché. Il ne propose pas de sortir du capitalisme. La France insoumise, il propose un programme de rupture franche avec les politiques néolibérales qui sont menées depuis les années 80, ça c'est vrai, mais ça n'en fait pas un parti extrémiste. Ils n'ont pas non plus de méthode violente. La France insoumise, ils distribuent des tracts, ils présentent des candidats à des élections. Voilà. C'est pas radical comme mode de politique. Par ailleurs, la France insoumise a aussi tout un lore autour de la Révolution française. Ils se revendiquent de la Déclaration des droits de l'homme et citoyen, de l'abolition des privilèges, etc. Ce qui n'est pas du tout une référence pour l'extrême gauche. L'extrême gauche, c'est pas leur truc, le drapeau bleu, blanc, rouge que vous voyez brandi dans les meetings de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas du tout leur culture, c'est pas du tout leur lore à eux. Bref, je pense que c'est important dans ces périodes troubles, notamment quand il y a des responsables politiques comme Emmanuel Macron qui essayent de troubler les esprits, de rappeler 2-3 évidences comme ça. Voilà, la France insoumise n'est pas un parti d'extrême gauche. Le Rassemblement national, lui, est un parti d'extrême droite, très clairement, historiquement, idéologiquement, etc. Je voulais faire ce petit point. Merci Jean. Et après la pause, je vous ferai un petit point pour vous expliquer comment vont marcher ces élections législatives, parce que je sais que vous posez beaucoup de questions. Mais ce truc d'extrême gauche, ça en dit beaucoup plus sur la bourgeoisie et où elle en est aujourd'hui que sur la gauche elle-même. Tu parlais des années 80, on pourrait même remonter avant. Et toi qui travailles sur la droite, Emilien, tu sais aussi que on a eu des droites qui, à un moment, négociaient, lâchaient des trucs. Ça fait longtemps que la bourgeoisie française n'a pas lâché quoi que ce soit. Au point que là, on leur demande, s'il vous plaît, là... S'il n'y a pas besoin... Voilà, s'il n'y a pas besoin. Il faut voir le MEDEF sous Macron. Le MEDEF sous Macron, ils ne demandent pas, ils ont...
Mais ça s'est passé comme ça. Ils se font pas chier à demander. Ils demandent pas, ils ont. C'est merveilleux. Et là, d'un coup, t'as juste une gauche normale qui arrive. On pourrait refaire une petite phase avec un peu de trucs de gauche. Ah non, là, plus jamais. Ils se rappellent même plus ce que c'est que de lâcher des trucs, eux, de temps en temps. Mais c'est ça, la lutte de classe aussi. Il y a un rapport de force et il y a une inversion du rapport de force, là. Et il faut remettre la gauche. Voilà. Effectivement, c'est intéressant. Et eux, ils ont oublié, donc du coup, ça leur paraît être le communisme ici et maintenant, quoi. Mais pas du tout, les gars. Ça en dit plus sur eux que sur la gauche, quoi. C'est vrai, c'est assez juste ce que tu dis. Chers amis, je vous propose qu'on marque une petite pause dans cette émission. On revient dans 10 minutes et on sera avec notre troisième invité ce soir. Il s'agira de Lies Loufoque, candidat LFI dans la première circonscription du Val-de-Marne. C'est parti pour la pause. Wow. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat. Bonsoir le public, merci d'être là. Vous êtes merveilleux. Merci d'être là, il fait une chaleur à crever sur ce plateau. J'espère qu'il fait chaud chez vous aussi, retirez vos t-shirts, mettez-vous bien. On est dans la deuxième partie de cette émission Backseat. Il n'y a pas de jeu à la con cette semaine, l'heure est grave, on voulait parler des législatives. Et donc à la place du jeu à la con, vous allez avoir un cours d'instruction civique. Wow. Puisque je vais vous expliquer comment fonctionnent ces élections législatives dont le premier tour aura lieu dimanche prochain. Les élections législatives, c'est les élections où on élit les députés. Il y a 577 députés qui sont élus dans des circonscriptions territoriales. Il y a 577 circonscriptions territoriales. Les élections dans les circonscriptions se font au scrutin majoritaire à 2 tours. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Ça veut dire que vous avez des candidats et des candidates. Vous allez voir devant votre bureau de vote, il y aura des affiches avec la tronche d'un candidat ou d'une candidate qui représente un parti ou une coalition de plusieurs partis. Vous mettrez dans l'urne un bulletin avec le nom d'un seul candidat ou d'une seule candidate. Les règles pour se qualifier au second tour d'une élection législative sont un petit peu différentes des règles de la présidentielle. Les règles de la présidentielle sont très simples, vous les connaissez, c'est les 2 premiers, quel que soit leur score. Il suffit d'arriver premier ou deuxième et vous êtes qualifié au second tour. Dans les élections législatives, c'est plus subtil que ça. Pour vous qualifier au second tour, vous devez réunir plus de 12,5% des inscrits sur les listes électorales. Ce n'est pas 12,5% des voix. C'est pas le score en nombre de voix qui compte, c'est le rapport entre le nombre de voix que vous avez et la quantité d'inscrits sur les listes électorales dans votre circonscription. Donc, vous comprenez que mathématiquement, il est extrêmement important qu'il y ait de la mobilisation électorale pour se qualifier au second tour. S'il y a beaucoup d'abstention, c'est très difficile de se qualifier au second tour. S'il y a très peu d'abstention et beaucoup de participation, on peut avoir plus de 2 candidats qui se qualifient au second tour, 3 candidats, 4 candidats, c'est possible. C'est très rare, mais c'est possible. 5 aussi, les pentagulaires, comme on dit. Le truc le plus probable qu'on aura ce dimanche soir, ce sont ce qu'on appelle des triangulaires. C'est donc une situation où 3 candidats ont le bon score pour se maintenir au second tour et décident de se maintenir. Parce qu'un candidat peut aussi retirer son nom du second tour. On appelle ça se désister au profit d'un autre candidat. L'élection au second tour... Ah oui, alors qu'est-ce qui se passe dans les circonscriptions où personne ne fait 12,5% des inscrits? À ce moment-là, c'est comme à la présidentielle. C'est les 2 arrivés en tête, quel que soit leur score, qui se qualifient au second tour. Pas de triangulaire, c'est que les 2 premiers. Au second tour, donc, il y a une triangulaire, mettons, il y a 3 candidats qui se présentent. Du coup, comment on fait pour départager? C'est très simple, c'est celui des 3 qui a le plus grand nombre de voix. Peu importe le nombre de voix, il faut juste qu'il en ait plus que les 2 autres. C'est tout. Il gagne l'élection. Ça peut être une élection à seulement 30%. Ça peut arriver, 33% plutôt, 33,5%. Ça peut arriver, c'est possible mathématiquement qu'un député soit élu avec seulement 33,5% des voix au second tour. Normalement, je vous ai tout expliqué. Je referai un stream demain et samedi pour vous réexpliquer ces règles si vous le souhaitez. Et d'ici là, bon vote. Pour continuer à parler de ces élections législatives, nous accueillons notre troisième invité. Il est candidat La France Insoumise dans la première circonscription du Val-de-Marne. Mesdames et messieurs, Lies Loufoque. Bonsoir Lies Loufoque. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation à venir sur le plateau de Backseat. Je le disais, vous êtes candidat dans la première circonscription du Val-de-Marne. Vous militez notamment pour une réforme de l'assistance sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance. J'ai dit quoi? Non, pardon, l'aide sociale à l'enfance, l'ASE évidemment. Ouais. On va en parler un petit peu. Vous êtes ancien membre du Conseil national de la protection de l'enfance. Mais d'abord, on va parler de cette candidature. Vous êtes candidat donc. Comment ça s'est décidé? Parce que la dissolution, c'était une surprise pour tout le monde. Et il a fallu déposer rapidement sa candidature. Oui, c'était une surprise, c'était un choc, surtout parce que dissoudre au moment où le Rassemblement national fait quand même 40% à l'élection européenne, c'est prendre le risque de leur accession au pouvoir. Donc très tôt, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand le président de la République a décidé de dissoudre,
Moi, j'ai immédiatement réagi en expliquant quels étaient les risques de l'arrivée de l'extrême droite et de toutes ces composantes fascistes au pouvoir, notamment pour les droits des enfants, parce que ce seront les premières victimes, en tout cas parmi les premières victimes des politiques conduites par l'extrême droite. Donc, j'avais donné une interview à Libération et j'avais expliqué que je me tenais à la disposition, dans le cadre d'une union de la gauche, si cela était pertinent pour porter ce combat-là, parce que je ne voulais absolument pas qu'il soit effacé. Et puis le vendredi, la France Insoumise m'appelle et donc me propose cette circonscription. J'y suis allé avec grand plaisir pour batailler. Moi, je suis sur une circonscription, donc la première du Val-de-Marne, qui en plus a une particularité, c'est qu'elle a à la fois un candidat qui a été investi par La République En Marche, par Ensemble, et un candidat investi par les LR avec le soutien d'Édouard Philippe. Donc du coup, il y a une division de la droite. Ça, c'est bien ça, oui. Voilà, il y a une division de la droite sur ma circonscription. Donc voilà, la bataille était intéressante à mener. Et donc on y est là depuis une dizaine de jours. Votre engagement à vous, il remonte à une dizaine d'années. Vous étiez un enfant placé vous-même et vous avez décidé de dénoncer les aberrations, je cite, du système administratif et judiciaire de la protection de l'enfance. Et sa violence. Oui, parce qu'aujourd'hui on a près de 400 000 enfants qui bénéficient d'une mesure de protection, donc souvent ordonnée par l'autorité judiciaire, qui les place à l'aide sociale à l'enfance. Donc c'est un service public qui est sous la responsabilité des départements et c'est un service public qui est extrêmement dysfonctionnant. Par exemple, quand la dissolution de l'Assemblée nationale est intervenue, il faut savoir que nous, à ce moment-là, on avait réussi à obtenir 3 semaines auparavant la création d'une commission d'enquête sur les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. C'est une revendication que les anciens enfants placés portent depuis 10 ans. On a mis 10 ans à l'obtenir, notamment pour faire la lumière sur ces dysfonctionnements, mais également pour pouvoir établir la part de responsabilité de l'État et des départements dans l'existence même de ces dysfonctionnements, parce qu'on considère qu'on ne peut pas réformer ce système si on ne tire pas des leçons du passé. Et donc, tout a été arrêté du jour au lendemain de manière très brutale. Mais en tout cas, les dysfonctionnements à l'aide sociale à l'enfance sont très nombreux. En début d'année, on a le décès de Lily, 15 ans, dans un hôtel du Puy-de-Dôme, parce que, faute de place dans des établissements, que ce soit des établissements collectifs ou des familles d'accueil, on a des enfants qui sont sous la responsabilité de l'ASE, qui sont aujourd'hui dans des hôtels, dans des campings, dans des gîtes livrés à eux-mêmes sans éducateurs. Certains se suicident, d'autres sont tués, d'autres sont morts d'overdose, des jeunes filles se prostituent, et cela a encore du mal à choquer les pouvoirs publics. Donc on a, nous, alerté pendant des années et des années sur ces phénomènes-là, mais pas que. Sur la violence également dans les institutions, dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance, parce que on fait partie des rares secteurs, voire nous sommes le seul secteur qui ne bénéficie d'aucune norme et de taux d'encadrement. Par exemple, quand vous mettez vos enfants dans des crèches, dans des colonies de vacances, dans des centres de loisirs, la loi, elle impose un nombre de professionnels par enfant, et donc il y a des ratios. Dans les établissements de l'ASE, ces normes n'existent pas, ce qui fait qu'on peut très bien se retrouver avec 2 éducateurs, pas forcément diplômés d'ailleurs, parce que les diplômes ne sont pas obligatoires, pour seulement 40 enfants. Enfin, pour 40 enfants. Donc c'est générateur d'énormément de violence, il y a une absence de contrôle, c'est des jeunes qui, à 18 ans, après avoir été placés parfois pendant 18 ans, se retrouvent livrés à eux-mêmes à la rue. C'est une personne sans domicile fixe sur 4 dans notre pays qui a été placée à l'aide sociale à l'enfance. Exactement, et c'est 40% chez les jeunes de moins de 25 ans. C'est-à-dire que quand vous croisez des jeunes sans domicile fixe, quand vous croisez des jeunes qui survivent sur nos trottoirs, eh bien, il faut savoir que 40% d'entre eux sortent tout droit de foyers ou de familles d'accueil. Et c'est une politique publique sur laquelle, chaque année, on investit près de 10 milliards d'euros. Pour des résultats. Ça mérite au moins une commission d'enquête, je suis bien d'accord. Donc elle est tombée à l'eau à cause de la dissolution. Et on croise très fort les doigts pour qu'elle puisse à nouveau être instaurée dans la prochaine Assemblée nationale. Bon, ça dépend, parce que j'aimerais bien qu'elle soit recréée par la gauche, et notamment par une majorité de gauche. Si c'est le RN qui était amené à la retraite, je préférais qu'on s'en passe. Mais ils vont pas créer ça, le RN, c'est à peu près sûr. Oui, l'intérêt de la commission d'enquête, c'était aussi d'établir que y a des fonds même qui étaient fléchés et qui ne sont même pas utilisés parfois par les départements qui n'en ont rien à foutre. Il y a une asymétrie d'un département à l'autre, on va pas avoir les mêmes moyens parce que les départements sont pas tous riches pareil. Donc il y a une rupture d'égalité sur tout le territoire. Donc une de vos revendications, il me semble, c'est aussi la nationalisation un peu de remonter au national et de remettre l'État face à ses responsabilités. Quel est le bilan de l'État et le Parlement? Et le Parlement, quel est le bilan des années Macron là-dessus? Quels ont j'ai envie de dire, sur la politique de l'enfance en général? Parce que là, j'ai vu... Sur la politique de l'enfance, c'est une catastrophe. Enfin, de manière globale, au-delà même des enfants placés à l'aide sociale à l'enfance. C'est 3 millions d'enfants qui vivent actuellement sous le seuil de pauvreté. En décembre dernier, les associations avaient fait un recensement du nombre d'enfants à la rue, donc rue sèche, c'est-à-dire vraiment qui dorment sur des trottoirs sans aucun toit au-dessus de leur tête. C'était plus de 3000. Et sur ces 3000, la moitié avait moins de 3 ans. C'est 200 enfants qui continuent de franchir chaque jour la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie
gendarmerie pour des faits de maltraitance, des enfants qui ne seront pas protégés parce que nous n'avons plus les capacités à l'aide sociale à l'enfance de faire face à la vague qui arrive d'enfants en danger. Et d'ailleurs, c'est peut-être le seul élément positif ces dernières années, c'est qu'on voit que le seuil d'intolérance des Françaises et des Français à l'égard des violences faites aux enfants augmente considérablement. On le voit dans le nombre d'appels au 119, qui est le numéro national pour l'enfance en danger. Le problème, c'est que derrière, le système d'aide sociale à l'enfance n'est absolument pas en mesure de pouvoir accueillir autant d'enfants. Voilà, donc c'est une politique sur ces 7 dernières années qui a été extrêmement faible, qui a manqué cruellement d'ambition. On a demandé à plusieurs reprises dans le cadre d'examen de projets de loi, et notamment de projets de loi déposés par le gouvernement. Alors, on a eu des propositions de loi déposées par des parlementaires, mais on a aussi eu un projet de loi en 2022 qui a été déposé par Adrien Taquet, qui était ministre chargé de la protection de l'enfance. On a demandé à plusieurs reprises, par exemple, de créer une agence nationale indépendante de contrôle. On le fait pour les lieux de privation de liberté. On a un contrôleur général des lieux de privation de liberté qui est chargé de vérifier que les personnes dont la liberté est entravée soient quand même correctement traitées, que ce soit dans les hôpitaux psychiatriques, dans les prisons, dans les centres de rétention, dans les centres éducatifs fermés. Ça nous a été refusé. Nous avons demandé à ce que chaque enfant placé bénéficie de la présence systématique d'un avocat. Ça nous a été refusé. C'est extrêmement compliqué pour un enfant de faire valoir ses droits quand il a personne à côté de lui pour pouvoir le faire et pour pouvoir lui apprendre comment faire. On a demandé à ce qu'il y ait des revalorisations de salaire pour les travailleurs sociaux, parce que quand même, l'un des scandales dans notre système de protection de l'enfance, c'est aussi la manière dont on traite ceux qui s'occupent des enfants. Dans les années 80, un éducateur spécialisé à l'aide sociale à l'enfance était rémunéré 2,5 fois le montant du SMIC. En 2024, c'est le SMIC plus 100 €. Alors que c'est une mission de service public essentielle, c'est même une mission de secours aux populations, c'est-à-dire que de la prise en charge qui va être mise en place va dépendre de la survie de milliers d'enfants, donc c'est pas anodin, et ça dit beaucoup d'un pays, et voilà, et donc toutes ces demandes, elles nous ont été refusées, et c'est extrêmement problématique, parce que la bataille qu'on est en train de mener aujourd'hui, dans le cadre de l'élection législative, et dans l'objectif d'avoir une majorité de gauche au Parlement, si jamais, et je ne l'espère pas, et on fait tout pour que ça n'arrive pas, mais si jamais nous échouons, et que l'extrême droite arrive au pouvoir, la situation va s'empirer. Et justement, dernière petite relance, mais justement, donc je regardais Sarah El Haïry qui dit que maintenant il faut, donc qui a été chargée de l'enfance à un moment quand même, Sarah El Haïry, donc de la jeunesse. L'enfance aussi, un secrétaire d'État en charge de l'enfance, des familles, de la jeunesse. Ah putain, c'est vrai. Et elle ministre délégué, pardon. Elle est partie sur des propositions là pour sa campagne en mode fin de l'excuse de minorité. Voilà, et j'ai entendu d'autres propositions parce que apparemment la leçon qu'a tirée la majorité, enfin des gens de chez Macron, c'est que en fait les gens veulent de l'extrême droite, donc au pire on va le faire nous-mêmes. Et donc création de nouveaux centres fermés, création de nouveaux trucs. Est-ce que tu as regardé de près quelles étaient les propositions du camp Macron et de l'extrême droite sur l'enfance? Ce que j'observe, c'est qu'il y a un vrai glissement de la Macronie vers des propositions qui historiquement étaient des propositions portées par l'extrême droite. Moi j'ai été, et c'est-à-dire une des raisons pour laquelle j'ai décidé d'aller sur cette élection législative. C'est quand j'ai découvert au lendemain de la dissolution un tract qui a été élaboré par Ensemble et qui prônait la recentralisation de la prise en charge des mineurs non accompagnés parce qu'ils estimaient qu'ils posaient un problème de sécurité dans nos villes. Et ça a été d'ailleurs dit par Emmanuel Macron lui-même lors de sa conférence de presse post-dissolution. C'est un discours qui est tenu par Jordan Bardella, par Marine Le Pen, par Éric Zemmour, qui d'ailleurs avait été condamné sur CNews pour avoir dit que les mineurs non accompagnés étaient des délinquants, et j'en passe. Le fameux tous, ce qu'il a dit parce que c'était ignoble. Mais donc voilà, on voit qu'il y a un glissement aujourd'hui de la Macronie vers des propositions historiques de l'extrême droite, et on voit que l'extrême droite maintient de toute façon ce qu'elle fait depuis des décennies, enfin depuis maintenant trop longtemps, en continuant de proposer des choses qui contreviennent évidemment aux droits des enfants. Dans ces propositions, il y a évidemment l'abolition de l'excuse de minorité, pour que tout le monde se rende bien compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on prend le risque demain, si ça venait à être appliqué, de condamner des enfants à des peines similaires à celles des adultes. Ça veut dire que nous ne ferions plus la différence entre un enfant et un adulte. Un enfant qui commet un délit ou un crime pourra avoir le même quantum de peine qu'une personne majeure. C'est une atteinte mais extrêmement flagrante, extrêmement grave à la Convention internationale des droits de l'enfant. Je rappelle que aux États-Unis, qui n'a pas signé cette convention? Ils ont signé, ils n'ont pas ratifié. Ils ont signé, mais pas ratifié. C'est le seul pays au monde. Internationale des droits de l'enfant. On condamne des enfants à mort. Oui, on condamne des enfants à mort. Parce que là-bas, ils ont cette logique qui est en train d'être importée en France, qui est que oui, mais un enfant qui commet un délit se comporte comme un adulte, donc on va le juger comme un adulte. Exactement.
Exactement. On nie le fait que c'est un enfant. Et c'est d'ailleurs pour cette raison très précise que les États-Unis n'ont pas ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est pour conserver la peine de mort, notamment pour les enfants. Et donc, parmi les autres propositions qu'on retrouve, évidemment, il y a toutes les propositions qui trouvent leur source dans l'idéologie phare de l'extrême droite, qui est la préférence nationale, et qui aurait des conséquences désastreuses. On peut parler de la suppression des allocations familiales. Supprimer les allocations familiales aux personnes de nationalité étrangère, c'est prendre le risque de faire augmenter considérablement la pauvreté infantile. C'est rendre beaucoup plus difficile pour des parents de satisfaire aux besoins fondamentaux de leurs enfants. La suppression de l'aide médicale d'État, c'est priver des enfants de soins essentiels à leur développement, que ce soit le dentiste, l'ophtalmo. Enfin, je veux dire, c'est quand même, on parle de ça, hein, c'est pas rien. Et puis, on a d'autres propositions qui sont sorties cette semaine sur les enfants qui ont des difficultés à l'école, qui ont des problèmes de comportement, comme ils disent, où là, j'ai été sidéré. C'est-à-dire qu'on a un responsable du Rassemblement national, donc le monsieur, a priori, éducation, enfin répression, parce que c'est plus de la répression que l'éducation, mais qui sans trembler, a quand même proposé d'enfermer les enfants qui ont des problèmes scolaires, qui ont des difficultés à l'école. Donc, au bout de 2 conseils de discipline, ils sont exclus du système scolaire jusqu'à 16 ans, sans possibilité de retour dans le système scolaire normal. Ils sont placés dans des centres spécialisés. Si réitération des problèmes de comportement, c'est quand même centre éducatif fermé. Donc on parle de privation de liberté. Voilà. Je trouve ça terrifiant. Safia ? Alors, Lies, vous avez répondu à ma question qui était justement celle d'avoir un comparatif entre le programme de la majorité présidentielle et de l'extrême droite sur la question des mineurs. Moi, ce que je vois en tout cas sur la question de la majorité présidentielle, ça fait... depuis en tout cas les révoltes des quartiers populaires qu'ils ont accéléré le rouleau compresseur anti-mineurs contre les mineurs des quartiers populaires, contre la jeunesse en général avec la question de la militarisation et du SNU, contre les mineurs trans, puisqu'ils ont accepté d'ouvrir le débat venant d'une loi des Républicains et de l'extrême droite, et sur la question évidemment des mineurs isolés, vous venez d'en parler. Moi j'ai une question, vous êtes candidat Nouveau Front Populaire, j'aimerais que, là vous avez commenté les autres programmes, que vous puissiez commenter votre programme, ce que vous portez, sachant que vous êtes dans une coalition où il y a François Hollande, qui est candidat en Corrèze, et que François Hollande, parmi ses nombreuses trahisons... Il y a Poutou, hein. Tout à fait. Malheureusement, avec Hollande. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que François Hollande, parmi ses nombreuses trahisons, il incarne une trahison sur la question de la minorité, c'est qu'il n'a pas mis fin à l'internement des mineurs en CRA, c'est-à-dire en centre de rétention administratif. Et notamment aussi l'interdiction des tests osseux pour... voilà. Exactement. Et alors vous, face à cela, qu'est-ce que vous prenez ? Je pense que, et alors vous avez tout à fait raison déjà de pointer ce changement de doctrine au niveau de l'État sur la manière dont on considère ces enfants et les enfants de manière générale en France et le volet répressif. On est aujourd'hui dans une période où le répressif prime sur l'éducatif et c'est une dérive inquiétante. Il y a une nécessité absolue, mais qui est presque, j'ai envie de dire, pour ces enfants, une question de vie ou de mort, de faire barrage au Rassemblement national et à toutes ses composantes, sans exception. Et donc pour cela, je n'ai aucun scrupule, à faire une alliance, en tout cas à participer à une alliance avec des personnes avec lesquelles j'ai été en désaccord par le passé, si ça peut contribuer à faire chuter le nombre de députés Rassemblement national et au mieux à nous permettre d'avoir une majorité pour contrer leur projet. Voilà. Je n'ai aucun scrupule là-dessus. Nous, dans le programme du Nouveau Front Populaire, il y a des propositions qui concernent directement les enfants. Alors les enfants placés à l'aide sociale à l'enfance notamment, avec l'effectivité de l'interdiction de placer des enfants dans des hôtels, dans des campings, dans des gîtes, qui paraît être une mesure de bon sens. Donc de facto avec une création de places d'accueil pour les enfants placés, mais aussi de recrutement de familles d'accueil. Il y a également l'interdiction de mettre à la rue des enfants placés à leur majorité et de garantir leur protection jusqu'à leur insertion pleine et entière dans la société. Ça, c'est une revendication qui est portée par les anciens de l'ASE depuis très longtemps, donc que j'espère vraiment voir être appliquée. C'est une urgence sociale. Et il y a au cœur de notre projet tout un tas de propositions qui, si elles ne sont pas directement destinées aux enfants, auront des bénéfices sur les enfants. Par exemple, l'augmentation des APL de 10%. C'est typiquement redonner du pouvoir d'achat aux familles et leur permettre de subvenir aux besoins fondamentaux de leurs enfants. La garantie, créer une garantie minimale pour les jeunes
entre 18 et 25 ans, ce qui n'existe toujours pas actuellement, puisqu'on sait que les 18-25 sont ceux qui ne peuvent pas bénéficier d'aide sociale, notamment le RSA. Ça va permettre de déprécariser, entre guillemets, cette jeunesse-là, qui jusqu'à présent a de plus en plus de difficultés à se nourrir, à se loger, etc. Donc, et ça va aussi avoir une incidence sur les enfants, parce que ça va permettre à des familles, notamment aux jeunes parents, d'avoir un niveau de vie plus élevé, ou en tout cas d'avoir un niveau de vie plus digne, et de leur permettre de pouvoir, encore une fois, subvenir aux besoins fondamentaux de leurs enfants. Le recrutement de personnel soignant dans les hôpitaux, mais la revalorisation aussi des professionnels du social et du médico-social qui figurent en bonne place dans notre programme, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas avoir la prétention de protéger correctement les enfants si on ne s'occupe pas non plus de ceux qui en ont la charge. Donc cette revalorisation, elle est aussi demandée par l'ensemble des syndicats de travailleurs sociaux, par l'ensemble des associations professionnelles du travail social, et elle est extrêmement attendue. Donc il faut qu'on la mette en œuvre, parce que là on a une pénurie extrêmement grave. On a plus de 40 000 postes vacants dans la protection de l'enfance. Des postes vacants, ça veut quand même dire pas d'ouverture d'établissement possible. Donc on ne peut pas créer d'établissement si on n'a pas les professionnels derrière pour assurer une présence. Donc voilà, il y a ces enjeux dans notre programme, et donc l'enfance est transversale en fait à toutes les politiques publiques. Voilà. Émilien ? Oui, je suis désolé de revenir après des questions si importantes à la base politique politicienne, mais donc on ne vous a pas donné la circo la plus simple en France. La dernière fois, donc le sortant Renaissance a fait 60% au second tour. Bon, il reste que il s'agit de Frédéric Descrozailles. Voilà. Et il reste que le Front populaire a fait quand même 40% dans la circonscription aux européennes. En fait, vous avez une circonscription très hétérogène en fait entre, on va dire, l'Est un peu plus bourgeois, Saint-Maur-des-Fossés, etc., et l'Ouest, Créteil, où il y a un gros enjeu de mobilisation des abstentionnistes. Bonneuil-Champigny aussi, il faut pas oublier. Voilà. Et ma question, c'est est-ce qu'un candidat comme vous, donc qui n'est pas un professionnel politique, qui n'est pas un cadre de LFI qui a été envoyé là, est reçu différemment? Est-ce que les gens connaissent un petit peu votre parcours? Est-ce qu'ils vous assimilent juste un candidat LFI? Vous arrivez à est-ce qu'il y a une attaque? Est-ce que vous voyez un lien qui se fait un peu différemment? Alors, la circonscription, elle a été attribuée à la France Insoumise dans le cadre des négociations nationales avec l'ensemble des composantes du nouveau Front populaire. Moi, je ne suis pas un militant de la France Insoumise, je ne fais pas partie de la France Insoumise. Et la France Insoumise, en revanche, a décidé, dans cette circonscription, d'investir un candidat de la société civile, donc dans l'optique d'ouvrir ces élections à des personnes qui ne sont pas membres de partis politiques. Donc moi, je ne représente pas la France Insoumise, que ce soit dans ma campagne ou même ici sur votre plateau. Par contre, ce que je peux noter de manière très concrète sur le terrain, c'est que la coordination avec l'ensemble des composantes du nouveau Front populaire, elle a été extrêmement fluide, notamment pour ces raisons-là. On s'est économisé, je pense, énormément de discussions, de négociations, de conflits, parce qu'il n'y avait pas d'enjeu d'étiquette. Moi, je suis le candidat du nouveau Front populaire et je représente aussi bien le nouveau parti anticapitaliste que le parti socialiste sur ma circonscription. Donc c'est un avantage. Sur le terrain, j'ai été assez frappé. Alors moi, je m'attendais, honnêtement, je m'attendais à me faire pourrir. Je me suis dit, sur les marchés de Saint-Maur, ça pourrait être compliqué, mais je trouve extrêmement bien accueilli. Moi, j'ai jamais été insulté sur les marchés. Je suis, voilà, les personnes, certaines me reconnaissent parce que elles ont pu me voir ailleurs, sur d'autres plateaux, à la télé ou dans des reportages. Et donc, spontanément, ça engage une discussion sur l'enfance. Mes tracts, par exemple, de campagne, l'enfance occupe une place centrale. Donc, ça fait partie des sujets dont je parle le plus avec les électeurs et les électrices sur ma circonscription, et quelle que soit d'ailleurs la ville ou le quartier. Moi, j'ai été au Bois-l'Abbé, qui est pas directement dans ma circonscription, mais qui est juste à côté, rencontrer des militants de quartier populaire. La question de la protection de l'enfance, la question des enfants, les intéresse autant que les habitants de Saint-Maur quand je fais le marché de la Varenne. Donc voilà, moi je suis pas un spécialiste de la politique, je ne maîtrise pas non plus l'ensemble des sujets qui sont portés dans le programme du nouveau Front populaire. Il y a des sujets que je maîtrise absolument pas. En une semaine de campagne, c'est très difficile d'ingurgiter tout un tas de connaissances. Du coup, je fais ma campagne sur les sujets qui, moi, me parlent le plus, c'est la lutte contre la pauvreté et l'enfance. Et oui, je suis plutôt bien reçu. Et comment vous imaginez votre position au sein de la gauche parlementaire, puisque vous n'êtes pas de la France Insoumise, que vous êtes un candidat de la société civile? Est-ce que vous serez un député de la société civile indépendant? Est-ce que vous serez au sein du groupe LFI? Est-ce que vous serez un lignard? Je serai apparenté au groupe apparenté LFI. Ok, d'accord, très bien. Usul. Moi, je suis depuis longtemps vraiment ton travail, parce que je suis admiratif, même de la manière là dont tu le présentes avec force, cette manière de le présenter de manière transversale aussi, parce que c'est vrai que s'occuper des enfants, c'est s'occuper de ceux qui peuvent le
moins se défendre et de notre humanité commune aussi quelque part, mine de rien. Et tu le présentes très très bien. Et tu as été du coup en rapport avec les politiques là pendant cette commission, mis au contact direct de ces politiques. Après, tu les as affichés, ceux qui n'étaient pas venus à la commission d'enquête sur Twitter. J'ai vu qu'il y en avait qui avaient répondu. Je vais te demander quel était ton rapport au monde politique de manière générale, parce que tu t'es déjà fait manifestement des amis, mais aussi déjà des ennemis, et avec des gens qui ont peut-être un rapport un peu plus détaché aux questions dont tu t'occupes. Moi, j'ai pas d'amis en politique. Voire instrumental d'ailleurs, parfois. J'ai pas d'amis en politique. Ouais. Moi, je ne baisse pas mon niveau d'exigence. Si la gauche fait n'importe quoi, je serai en capacité de le dire. En l'occurrence, sur cette commission d'enquête sur les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance, il est vrai que la gauche faisait partie les députés de gauche faisaient partie de ceux qui étaient les plus présents. Ceci dit, on a une députée à l'Assemblée nationale qui a assisté à 16 auditions sur 21. Voilà. Donc, il faut aussi quand même le souligner. Je sais pas trop quoi te répondre. C'est-à-dire que moi, il y a des revendications. Enfin, on porte des revendications dans le débat public et on essaye de créer le rapport de force qui permette de les voir aboutir et se concrétiser, que ce soit avec des parlementaires de gauche ou des parlementaires de droite. Donc voilà, mon seul objectif, moi, c'est qu'on obtienne, c'est qu'on aille obtenir de nouveaux droits pour les enfants, qu'on sacralise les droits existants et qu'on les rende réellement effectifs, pas juste sur le papier. Et pour cela, voilà, c'est du dialogue, c'est de la concertation et parfois, oui, c'est du fight parce qu'on a des députés qui font n'importe quoi. Mais sur la question de l'enfance, moi, pendant très longtemps, j'en ai beaucoup voulu à la gauche, par ailleurs, de ne pas avoir investi ces sujets-là et même de les avoir abandonnés à la droite et à l'extrême droite. Vous l'avez dit tout à l'heure, la question des enfants LGBT, la question des enfants non accompagnés, des enfants pauvres même, est extrêmement et de plus en plus instrumentalisée par l'extrême droite. L'extrême droite instrumentalise ces problématiques-là, non pas pour donner de nouveaux droits aux enfants, mais pour priver ces enfants-là de droits déjà durement acquis. Et donc la gauche doit impérativement revenir sur ce terrain, doit impérativement repenser la famille, son modèle, ses dysfonctionnements, ce que ça implique aussi dans la manière dont on s'occupe des enfants. Et elle doit porter un discours sur les enfants. Parce que si les enfants ne votent pas, si ce ne sont pas des électeurs, ce sont quand même des personnes qui méritent qu'on s'intéresse à eux. Et c'est même pas qu'ils méritent, c'est qu'on a le devoir de s'intéresser à eux. Et la gauche a pendant longtemps délaissé ce terrain-là. Elle revient, heureusement. On a de plus en plus dans les programmes électoraux des propositions spécifiques sur les enfants. Moi, j'observe ça depuis plus de 10 ans maintenant. Il y a encore, je dirais, 7-8 ans, c'était pas le cas. C'était très compliqué. Il fallait passer 15 000 coups de fil auprès de responsables de partis, de députés pour exiger qu'il y ait des mesures sur les enfants. Maintenant, ça se fait beaucoup plus spontanément et ça, c'est quelque chose de très positif. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu sur le plateau de Backseat. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de venir. Donc je le rappelle, candidat LFI dans ma première circonscription du Val-de-Marne. C'était notre troisième et dernier invité. On devait avoir Bernard Guetta, mais finalement il ne peut pas venir. Et pourtant ça aurait été intéressant parce qu'il a pris position contre Macron, tout ça. Mais bref, on aura l'occasion de reparler. Oh zut, ça va. Oh non, mais il y a des gens pas à gauche aussi, à qui on peut poser des questions. Je voulais qu'on conclue cette émission ensemble en essayant de faire un petit exercice de prospective. Si on se lance... Alors, c'est un peu un truc sur lequel je suis un peu en hésitation parce qu'on a un graphique à vous montrer sur le dernier sondage Harris Interactive qui est une projection en nombre de sièges à l'Assemblée nationale et c'est le scénario le plus pessimiste puisqu'il place le Rassemblement national et ses alliés des Républicains pro-Ciotti avec une majorité absolue à l'Assemblée nationale et le bloc du Nouveau Front Populaire en quasi-recul par rapport à la NUPES qui perdrait donc des circonscriptions par rapport à ce qu'ils avaient à la NUPES. Le problème, c'est que je passe mon temps à expliquer que les sondages en projection de sièges pour des élections législatives, ça pue un peu du cul, quoi. C'est pas très fiable parce que, vu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur le fonctionnement du second tour, des triangulaires possibles, des désistements possibles en cas de triangulaire, on peut avoir des surprises dans un nombre tellement incalculable de circos qu'en fait, les projections en nombre de sièges, ça vaut pas grand-chose. J'ai même entendu Brice Teinturier d'Ipsos ce matin ou hier matin sur France Inter dire ça et dire non, moi je ne me lancerai pas dans des projections. Pourtant c'est son boulot lui. Mais oui, c'est son boulot, mais du coup il sait. Ça, ouais. Voilà, il sait que ça pue du cul. C'est comment tu peux prévoir autant de trucs. C'est ce que j'allais vous demander. Il y a trop de paramètres. C'est comment est-ce que vous voyez les choses, vous ? Est-ce que vous pensez qu'il y aura beaucoup de triangulaires ? Est-ce que vous pensez qu'on aura un RN majoritaire au bout du bout ?
Comment vous voyez les choses? Emilien, t'en penses quoi, toi? Des triangulaires, oui. Alors, il y en a certains qui prédisent au moins 200 triangulaires. C'est sûr qu'il n'y en avait quasiment pas. Il n'y en avait quasiment pas. Il y en avait Philippe Juvin, par exemple, dans les Hauts-de-Seine, grand homme. On avait une, et il avait gagné à 35%, quelque chose comme ça, mais c'était hyper rare. Pourquoi? Parce qu'il y avait 50% de participation, parce que c'était comme d'habitude des législatives qui sont une présidentielle, donc tout le monde s'en foutait. Et donc, 50% de participation, ça veut dire que vous devez avoir 25% des exprimés pour être qualifié. Et or, le troisième candidat a rarement plus de 25%. Là, imaginons qu'il y ait 2 tiers des gens qui votent, ça veut dire que n'importe qui a plus de, on va dire, 19% des voix peut passer. Ça, c'est déjà plus fréquent. Donc là, les incertitudes sont grandes, les projections sont toujours difficiles. Alors il y a pire, c'est après il y a les visualisations qui sont un peu trompeuses. Là, le truc Harris Interactive mettait vraiment la pire situation possible, alors que les intervalles de confiance pouvaient aussi donner une minorité au RN. Quand on est politiste, d'abord on fait très mauvaise prévision, et en plus on peut jamais vraiment totalement s'exonérer des sondages. On peut pas non plus inventer que tout d'un coup, non, mais en fait le Front Populaire va faire 300 voix facilement, ça va être comme ça parce que j'ai croisé une mamie sur un marché qui en fait est hyper fan de Jean-Luc. Donc c'est pas comme ça que ça marche. Il me paraît quand même un peu... En fait, tout ça dépendra beaucoup du comportement du centre, de est-ce que les candidats macronistes se désisteront s'ils sont en 3e position, et ça sera sans doute beaucoup le cas. Est-ce que les électeurs macronistes iront voter pour la gauche et un duel contre le RN? Beaucoup de sondages, évidemment, sont un peu inquiétants sur ces aspects de report de voix. Le dernier sondage Ipsos laisse penser que malgré tout, il y aura peut-être un peu plus de rapport de voix vis-à-vis de la NUPES. Il y aura un vrai... faut pas faire genre non plus. Pas en faire la NUPES. À un moment donné, ils ont rajouté Philippe Poutou et François Hollande. Certes, c'est un peu baroque, mais enfin bon. Donc, il y aura un vrai truc à jouer en fait politiquement pendant les 5 jours de campagne de la semaine prochaine. Je peux pas dire ce qui adviendra, mais je pense que ce qui adviendra dépendra beaucoup de à quel point est-ce qu'on réussit à taper du poing sur la table les uns et les autres pour faire jouer le rapport de force et pour faire prendre conscience aux électeurs des enjeux colossaux qu'il y a cette législative, parce que ça ne sera pas du tout un truc gagné d'avance comme absolument. Habituellement. Absolument. Et c'est là où je suis d'accord avec toi, c'est que pour moi, les éléments les plus importants pour le nouveau Front Populaire, c'est d'abord la mobilisation. Oui. Le Front Populaire a besoin de mobiliser davantage, notamment d'abstentionnistes. Et c'est pas facile. Des gens qui ont refusé d'aller voter en 2022, des gens qui ont refusé d'aller voter aux européennes, des jeunes, beaucoup. Pourquoi est-ce qu'ils se leveraient là dimanche pour aller voter ? Et ça, c'est un vrai enjeu. Est-ce qu'ils ont conscience de... Est-ce que c'est Squeezie? On en a parlé au début de l'émission, les influenceurs. Est-ce que ça peut jouer? Peut-être un peu à la marge, j'en sais rien. Mais c'est un enjeu majeur. Le deuxième enjeu qui est très important, tu l'as dit, ce sera entre les 2 tours. La campagne d'entre-deux tours des élections législatives va être un vrai moment de clarification politique, notamment pour le centre, pour les macronistes. Parce que va se poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils font. Est-ce qu'ils se retirent? Est-ce qu'ils se désistent dans les circonscriptions où ils sont derrière un NFP pour lui permettre d'être élus face au RN? Et deuxième sujet, ça c'est les candidats, c'est les règles du parti, mais la question des électeurs. Les électeurs macronistes, ils vont faire quoi au second tour s'ils ont le choix entre un NFP et un RN? Est-ce qu'ils vont rester chez eux? Est-ce qu'ils vont avoir piscine? Est-ce qu'ils refuseront de voter parce que Emmanuel Macron leur a vendu leur envoi dos à dos de l'extrême gauche et l'extrême droite? Ou est-ce qu'ils vont quand même aller voter parce qu'ils ont une culture politique et qu'ils savent qu'il vaut mieux s'engueuler avec un gouvernement de gauche qu'avec un gouvernement d'extrême droite? J'en sais rien. C'est vraiment 2 inconnus. Safia. Ouais, j'aurais bien aimé réagir à ce que tu viens de dire. Tu viens d'identifier 3 piliers, qui est celui de comment on discute de l'abstention. Moi, de mon point de vue, je crois qu'on ne peut pas, c'est ce que je dis tout à l'heure, retourner une sociologie électorale en si peu de temps. C'est quand même une élection archi antidémocratique d'imposer à des personnes de faire campagne en 2 semaines. Et en plus de ça, il y a tellement de secteurs de la population qui se sentent abandonnés, qui n'arrivent pas à se remettre du coup de la réforme des retraites. Et je pense que plus que pointer du doigt l'abstention, il faut appeler à une abstention qui ne soit surtout pas passive. Et puis après, ce que je vois sur ce que tu disais sur les désistements, moi j'y serais assez attentive parce que j'aimerais bien comprendre le comportement de la gauche par rapport à la majorité présidentielle. Je voudrais savoir si il se positionne dans un rapport de force ou si au contraire ça sera très hétérogène en fonction des forces de gauche. Est-ce que, je sais pas, les plus à gauche, genre LFI, vont tenir tête, ou est-ce que des gens comme Place Publique pourraient essayer
de dessiner une alliance avec la Macronie, avec des désistements. Je vois que ça te hante, ça. En fait, on ne sait pas du tout. C'est qu'en fait, je pense que c'est sur le terrain des désistements qu'on va voir aussi comment au Parlement des alliances ou des non-alliances pourraient se configurer. Et puis ensuite, sur ce que tu disais par rapport à est-ce qu'il y aurait eu des reports de voix pour des candidats NFP dans un cas de barrage au Rassemblement national, malheureusement, la majorité présidentielle a donné un coup de pied dans une fourmilière en termes d'ambiance politique qui s'est traduit dans les médias. Moi, je n'ai jamais vu de mon vivant, bon après je suis très jeune, un tel déchaînement et une diabolisation de la gauche. C'est certain que ça aura des conséquences quand on a des intellectuels, des gens comme Raphaël Enthoven en train de dire qu'ils préféraient, eux c'est carrément plus radical, qu'ils préféraient voter pour le Rassemblement national plutôt que la France insoumise. Oui, on a entendu Aurore Berger dire le meilleur barrage au Front populaire, c'est LREM plutôt que le RN. Voilà, j'étais là, attends, maintenant c'est à ça qu'on fait barrage et qu'il faut aller vendre. Bon, en même temps, c'était sur Europe 1, donc c'était pas. Mais donc, c'est ça qu'on va mesurer. On va mesurer à quel point. Bon, les électeurs d'extrême droite, ils sont d'extrême droite, d'accord, ok. Mais on va mesurer aussi à quel point ce pays, sa bourgeoisie, ses élites, pour moi, nous ont entraînés. Vraiment, à quel point ça marche. Ou est-ce qu'il y a une résistance populaire, d'une espèce de culture, d'un bon sens populaire antifasciste qui resterait d'une culture traditionnelle républicaine? C'est ça dont je parlais. Parce qu'on pourrait s'imaginer, et c'est ce que j'essaie de me dire pour me rassurer de temps en temps, on pourrait s'imaginer que ce pays est peut-être moins raciste que ses élites. Ce pays est peut-être moins anti-pauvre, dégueulasse en fait que ces élites. Pour ça, il faudra une unité par le bas qui travaille la question notamment du monde du travail, qui investit là on n'a pas le temps de travailler là. Non, mais en fait qui investit la question syndicale, qui investit la question de comment est-ce que entre collègues issus d'origines différentes, en fait, on est capable de porter un programme ensemble, de porter une société ensemble. La réalité, c'est qu'il faut aussi réinvestir le monde universitaire, les lycées et le monde du travail, parce qu'en fait, c'est là où on est capable de faire des choses ensemble. Il y a l'unité électorale. Mais quelle unité par le bas? Non, c'est pas que ça marche très peu, parce que là où le Rassemblement national est monté, c'est dans les bastions ouvriers où les syndicats ont reculé, où le communisme a reculé, et donc en fait là où on ne sera pas combatif, ils vont monter. Bien sûr, et il y a quand même un rôle aussi de la jeunesse là-dedans, qui est parce que là on n'a pas le temps, là il faut faire voter vite n'importe comment, on est d'accord, hein, avec tous les arguments qu'on peut. Il va falloir que les jeunes arrivent à faire bouger leurs parents là. Il y a un vrai enjeu. Essayez d'avoir des discussions avec vos parents. J'ai essayé, c'est pas facile. Sur quel sujet sur ça. Hein. Sur ça. Les mettre face à leurs responsabilités historiques. Et en plus, on sait bien qu'il y a aussi des disparités économiques dans les générations et même à l'intérieur des familles. Les vieux sont plus riches que les jeunes. Va falloir de faire prendre conscience aussi à cette génération-là que y a, je sais pas, pour prendre juste le prisme générationnel, mais par contre, pour ce qui est des intentions de vote, on voit très bien que là, aux européennes, c'était 50% des jeunes qui votent. Vote pour la gauche. Bon, très bien. Maintenant, engueulez vos vieux, quoi. Secouez-les, défoncez-les, là. C'est pas possible. C'est un peu le moment de les mettre face à leurs responsabilités historiques. Je suis assez d'accord avec toi. En tout cas, grâce à vous, grâce à votre mobilisation, grâce à vos dons, grâce à vos abonnements sur KissKissBankBank, j'ai le plaisir de vous rappeler qu'il y aura 3 émissions Backseat en comptant celle-ci pour couvrir ces élections législatives. Rendez-vous donc la semaine prochaine. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous. Salut, bye bye.